des projets innovants sur nos territoires. Parce qu'on a remarqué que nos interlocuteurs ont du mal à voir qu'il y a de l'innovation sur nos territoires. C'est très isolé, on va peut-être trouver un truc sur Instagram, un truc sur TikTok, un truc sur Facebook. On va peut-être quelqu'un dans notre entourage qui va communiquer sur ses affaires. Mais d'une façon générale, très peu de monde a la visibilité que nous, on a sur l'innovation. Et quand on parle d'innovation, bizarrement, on va un peu s'éloigner du domaine numérique pour parler vraiment de l'innovation complète. Ça peut être dans l'agriculture, la santé, peu importe. Cette plateforme est en train de finir d'être développée. Elle permettra à n'importe quel porteur de projet de publier son projet gratuitement et d'avoir des indicateurs. Je pense que c'est très important parce que les gens qui prennent les décisions, les banques, les organismes de soutien, elles ont besoin d'avoir ces indicateurs-là. En gros, est-ce que le projet a une communauté ? Est-ce que les gens plébiscitent ce projet ? Parce que par exemple, des fois, on a un projet, une communauté de gens, même si c'est une cinquantaine de personnes autour du projet, et on n'a pas d'indicateur pour dire, ben voilà, il y a des gens qui sont autour de moi, j'ai la capacité à fédérer autour de mon projet, etc. Donc ça, c'est très très important. Peut-être certains connaissent le terme KPI, donc bon, je parle d'indicateur pour vulgariser un peu le truc. C'est une plateforme qui, du coup, alors nous, on est un collectif citoyen, ça veut dire qu'on est détaché de toute forme légale, on n'est pas une association, je tiens à le préciser, on est un collectif citoyen, c'est-à-dire c'est des citoyens concernés qui se sont réunis ensemble pour HubMonster, donc pour le projet de développement des projets innovants. On a constitué une association, donc on existe, voilà, dont je suis le président. Et il y a vraiment une synergie avec la Guadeloupe, dans le sens où finalement on a un conseil d'administration qui est mi-martiniquais, mi-guadeloupéen à 50%. C'est une vraie volonté pour nous d'échapper à cette logique d'écosystème où parce que tu habites en Martinique, tu dois faire avec l'écosystème martiniquais, et quand tu habites en Guadeloupe, tu dois faire avec l'écosystème guadeloupéen. En vrai, nos problématiques sont les mêmes, qu'on le veuille ou non. Elles sont tout à fait identiques. La position d'un technicien sur le marché de l'emploi, le fonctionnement des agences, la gestion politique est quasiment la même si certains ne seront pas d'accord avec ça, mais pour nous, en tout cas, on ne voit pas trop de différence. Donc, l'idée, c'était de vraiment créer cette synergie sur les deux pays et de porter les projets, donc une équipe de Guadeloupe puisse porter les projets de Martinique et inversement. Et cette synergie fonctionne très bien, c'est une synergie qu'on applique de toute façon au quotidien dans WebMonster, donc on ne fait pas de différence voilà, de nationalité, etc. C'est très important, c'est un message aussi aux écosystèmes numériques déjà en place en Martinique, qu'il faut vraiment commencer à créer ces ponts avec l'île sœur, et ensemble, on sera toujours plus fort que tout seul. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez un exemple, parce qu'on parle de visibilité sur une innovation, est-ce que vous avez des exemples concrets à partager ? Alors, c'était censé être ce matin, et on est cet après-midi. Donc, j'étais venu avec deux porteurs de projets. Donc, un premier porteur de projet que vous avez peut-être vu avec moi l'an dernier ou au Salon Ose, etc., qui s'appelle Fabien Félixine, qui a monté la première agence d'intérim 100% numérique en France, même dans le monde, je crois. Enfin, c'est le seul à avoir créé ce type d'application. Aujourd'hui, son application fonctionne très très bien en Martinique et en Guadeloupe. Je sais qu'il bientôt, il va envahir la Réunion, et tant mieux pour nous. Donc il va élargir son marché. Il aurait très bien pu vous pitcher son projet, et je voudrais revenir en amont. Parce que quand nous, on l'a connu, en fait, il n'intéressait personne. Je vous le dis. Quand il allait voir l'écosystème et qu'il pitchait son projet, c'est un jeune homme qui, à l'époque, avait 21 ans. Autant dire que peut-être, les gens pensaient qu'il n'était pas crédible de s'attaquer au marché de l'emploi à 21 ans. Les seuls qui vraiment ont cru en lui, c'est nous, parce que nous, on voyait très bien pourquoi c'est faire, quel marché exactement il pouvait toucher, et surtout, l'outil informatique qu'il a développé est vraiment unique en son genre. Donc on l'a aidé évidemment dans l'ingénierie et la construction de son projet.
Aujourd'hui, son entreprise fonctionne très bien, il a 7 employés. Enfin, vous voyez, si on suit l'évolution du NEC, puisque la première année, il était avec nous, jusqu'à aujourd'hui, on peut dire que Fabien a réussi et il n'a que 23 ans aujourd'hui. Donc, ça fait partie des projets, évidemment, que l'on soutient, comme on soutient un autre projet qui s'appelle Travailler Bouger, qui, bizarrement, est encore dans la RH, puisque c'est un facilitateur QVCT présent en Martinique et en Guadeloupe. Alors, qu'est-ce que c'est un facilitateur QVCT? Donc, c'est quelqu'un qui facilite l'accès à la QVCT. La QVCT, c'est la qualité de vie et le confort au travail pour toutes les entreprises locales. Ça veut dire qu'une entreprise qui doit mettre cette politique en œuvre a besoin finalement de ce projet, Travailler, Bouger, parce que quand il va vouloir mettre en place la QVCT, il va lui falloir des acteurs qui vont venir pour travailler dans l'entreprise et apporter finalement du bien-être aux employés, par exemple des séances de coaching personnalisées, donc c'est des groupes de 9 en général. Les activités, il y en a une quinzaine qui consistent en fait à proposer du sport en entreprise, donc vous n'avez plus besoin de quitter votre entreprise pour faire du sport, c'est sur les horaires de travail ou à cheval. Vous pouvez aussi avoir des activités qui permettent de régler des problèmes dus à votre activité. Par exemple, hier, on était à la SME avec les gens qui font les interventions pour réparer les tuyaux, on va simplifier. Et c'est des gens qui sont tout le temps, ils nous ont expliqué qu'ils étaient tout le temps à genoux. Au sol, et évidemment, ils développent des pathologies liées à l'ossature, aux muscles, etc. Et là, par exemple, ils étaient ravis que l'entreprise, finalement, leur paye une séance qui dure quand même 45 minutes, dans laquelle on va leur apprendre des gestes d'automassage, c'est-à-dire qu'on va les faire, par exemple, asseoir sur une chaise, et puis Travailler Bouger va les aider à comprendre comment ils pourraient se soulager physiquement, etc. Donc c'est une magnifique initiative. Le porteur de projet en plus a un handicap, donc il ne voit pas, il est aveugle. Ce qui est quand même fou d'imaginer qu'il a eu l'idée de créer ce produit-là et le produit informatique qui va avec, sans le voir. Et nous, de le concevoir, et je vous dis, ça fait 33 ans que je travaille dans le milieu de l'ingénierie informatique, c'est la première fois de ma vie où je développe un outil informatique pour une personne qui ne le voit pas. C'est une sacrée mission pour moi et ça me fait évoluer dans ma façon de percevoir le numérique. Et pour lui, c'est génial parce que il a l'impression enfin d'être pris en considération et que quelqu'un puisse créer son outil finalement sur mesure, totalement adapté à son besoin. C'est les 3 projets qui seront les projets sur lesquels on va se concentrer sur 2025. Mais on a accompagné depuis avril 2023, on va dire, une cinquantaine de porteurs de projets. Tous n'ont pas abouti, évidemment, mais en tout cas, on est là. Donc finalement, on est un service d'ingénierie sociale, et je précise gratuit, au service des porteurs de projets qui résident en Martinique ou en Guadeloupe. Donc c'est la seule condition, c'est d'être... Antillais. Ouais. Antillais. On va le dire. Aujourd'hui, j'ai eu une innovation liée au numérique. Comment se passe la prise de contact avec UpMonster? Donc, tous les mardis et jeudis soirs à 21h, on reçoit des porteurs de projets qui viennent... alors des fois, c'est juste une idée. Tiens, j'ai une idée. Qu'est-ce que vous pensez si je pouvais faire ça? Des fois, c'est des gens qui ont déjà un projet lancé. Je pense récemment à une jeune femme qui a lancé un espace de location de sacs à main de luxe. Donc pour vous, mesdames, si vous voulez avoir des sacs de luxe. Aux Antilles? Oui. Ok. Oui. Avec des très belles marques, Gucci, Prada, Louis Vuitton. Et en fait, on avait déjà, évidemment, alors le rôle de la communauté aussi, c'est on a le site du jour. Donc
chaque jour, on informe la communauté de projets innovants, etc. Et puis finalement, on l'a contactée parce qu'on s'est dit qu'elle s'était complètement plantée sur la façon de présenter son projet. En gros, son site, elle avait fait toute seule, avec ses propres moyens, etc. Et c'est parfois un peu difficile d'aller voir le porteur de projet et lui dire « ton projet pourrait mieux fonctionner si ». Et comme c'est quelqu'un qui est ingénieur dans la vie et en plus dans les finances, bah, je ne sais pas, elle a l'habitude d'être contrariée et elle a accepté, elle a accepté de venir parler devant la communauté, c'est ce qui est quand même un exploit. Hein. Le porteur de projet vient pitcher devant la communauté. La communauté est très bienveillante et lui a donné tout un tas de conseils qui a débouché sur ce qu'on appelle du redesign. Je pense que ça, c'est un outil qu'on a mis à disposition sur le territoire. C'est oui, tu peux avoir créé un truc, mais tu t'aperçois que ça ne marche pas si bien que ça. Peut-être que tu devrais consulter des ingénieurs pour avoir un retour sur pourquoi ça ne fonctionne pas. Et donc là, on a fait le redesign de son site. Donc il y a le premier, tu as une idée. Le deuxième, c'est le redesign. Et après, il y a la conception. C'est-à-dire ça arrive que sur certains projets, on fasse une espèce de co-création sur l'ingénierie globale du projet. Par exemple, le Travailler Bouger, c'était vraiment pas son ambition à la base, évidemment, d'avoir un outil numérique. Et pourtant, ça paraissait une évidence que tout le mécanisme, c'est-à-dire les indicateurs dont ont besoin les entreprises pour savoir si ça amène du bienfait aux employés d'apprendre l'automassage, faire du yoga, on a du fitness belly, vous pouvez apprendre à jouer du tambour, apprendre à danser, etc. au sein de votre entreprise. Donc le principal, c'est d'avoir ces indicateurs-là. Donc toute l'ingénierie, on va dire informatique et technique, c'est des camarades de WebMonster qui l'ont réalisé. Voilà. D'accord. Je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît, monsieur Xavier Simacourbe. Merci pour cette présentation. On va maintenant passer à Madame la masterclass. Ok. Ok, d'accord. Je pensais qu'on. Ok, très bien. On va aborder donc un autre sujet important de cette journée, masterclass sur l'intelligence artificielle et les transformations dans l'entreprise. Les nouveaux métiers, la formation et le quotidien. Alors, j'appelle à venir me rejoindre à la table Madame Raven. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Laurie Mavinga, qui est enseignante chargée de mission à la DRAN, sous vos applaudissements également. Michel Boutrin et Joanne Joseph Auguste, qui vont nous présenter cette masterclass et nous dire comment l'IA va changer notre quotidien, notre formation, nos entreprises. Et l'introduction se fera grâce à monsieur Roland Rattenant, à qui je laisse la parole. Ok, merci. Excuse-moi. Et tu reviens, Alors, attendez, on va trouver une solution. Non. Alors, on y va. Ok, on y va. Alors, typiquement, rebonjour, en fait, pour ceux qui étaient là ce matin. Effectivement, le sujet aujourd'hui, là, c'est masterclass autour de l'IA. Alors, moi, je vais intervenir peut-être pour une présentation d'un projet concret autour de l'intelligence artificielle qui a été fait en fait ici. Donc, je serai vraiment en mode démo, donc d'où l'ordinateur en fait devant moi. Et après, il y aura sans doute en fait des échanges sur la masterclass pour voir comment en fait on s'intitule autour de ces nouvelles techniques. Ok. Donc, est-ce que vous voyez l'écran ou pas encore du tout? Tout le monde. Ok. Donc le temps. Ah, c'est bon. Vous voyez quoi? Google, c'est ça? Google, ouais. Super. Enfin, super.
Je peux vous montrer aussi ChatGPT. ChatGPT, qu'est-ce qu'ils utilisent à bras levés aujourd'hui? Je vois tous les jeunes déjà, vous êtes quoi, au lycée, collège, là, lycée? Ok. C'est pour faire les rédactions, ça. Très bien, mais en tout cas, voilà, c'est un outil supplémentaire qui vous permet également en fait, de faire les choses peut-être plus rapidement. Donc, ça sera les professeurs qui vont cadrer les actions, mais effectivement, n'hésitez pas à l'utiliser. Alors, je mets volontairement ChatGPT, puisque ce que je vais vous présenter en fait, aujourd'hui, c'est un chatbot conversationnel. Donc, on est vraiment sur l'intelligence artificielle générative, c'est-à-dire qu'on est dans une petite partie de l'intelligence artificielle qui englobe effectivement pas mal de choses, de techniques, de process et de technologies. Donc, pour vous sensibiliser aussi en fait, à un certain nombre en fait, de concepts autour de l'IA, l'intelligence artificielle est bluffante et passionnante aujourd'hui grâce en fait, à la data, à la big data, dont on nous a parlé effectivement, que vous connaissez il y a quelques années. C'est grâce en fait, à cette donnée, la donnée en fait, que nous tous, on contribue au jour le jour à fournir, généralement aux GA américains, c'est vrai, mais qu'on contribue en fait, à leur fournir. Et l'IA en fait, se repose sur ces milliards de données que nous avons mis à disposition depuis les 10-20 ans derniers. D'accord? Donc la data, c'est un élément clé, il y en a 4 généralement, mais un élément clé. Le deuxième élément, c'est le machine learning, c'est le côté un peu apprentissage autour de l'IA. Et c'est ce qui fait en fait, qu'on arrive à des choses assez bluffantes en termes d'outils, en termes de techniques, comme en fait un ChatGPT et son prompt, donc le petit texte où on peut lui poser n'importe quelle question. Et on a avec nous un véritable assistant virtuel qui nous permet d'être augmenté, d'aller plus vite, de faire les choses en fait mieux si on arrive à bien poser les questions. Donc petit conseil en fait entre guillemets, je ne sais pas si vous le faites sur ChatGPT avant de présenter la solution, mais c'est vrai que c'est un sujet que j'aime bien. Pour que vous puissiez même augmenter la pertinence des réponses que le chatbot vous apporte, n'hésitez pas, alors à bien sûr contextualiser, lui donner un rôle, mais surtout de lui demander de vous poser les questions. Donc il va vous poser en fait les questions auxquelles vous n'avez pas pensé. Et comme ça, ça vous permet d'affiner. Donc, vous commencez en fait, à répondre à des vingtaines, voire des centaines de questions des fois. Et vous allez voir que le résultat va devenir ultra précis et ultra pertinent. Donc, demandez à ChatGPT, bon, regarde, je sais pas, je me lance dans la location saisonnière, je prends un exemple comme ça. Je suis au tout début. Pose-moi les questions autour de la location saisonnière pour que je puisse créer mon entreprise dans les 6 prochains mois en Martinique. Et je contextualise en disant que c'est en Martinique et je lui donne un rôle. Et bien sûr, tu es en fait un expert à la CCIM en termes de création en fait, d'entreprise. Donc voilà, je mets un contexte, je donne un rôle et je lui dis de me poser les questions auxquelles je vais répondre. Et comme ça, le résultat sera en fait ultra pertinent. Donc voilà, petit conseil en fait avant la présentation, n'hésitez pas entre guillemets à demander à GPT, mais les autres, Gemini, Mistral AI, il y a Claude AI. Claude, vous connaissez Claude? Oui, voilà, Claude, c'est vraiment pas mal en termes de conception d'outils, c'est juste monstrueux. Donc n'hésitez pas à poser des questions en fait, à l'IA et il va vous répondre en fait, le résultat sera le plus précis en fait, si vous lui demandez d'apporter des précisions que vous allez lui apporter à l'IA. Donc par contre, alors voilà, les risques en fait de ça, les risques aussi de l'IA générationnelle, et comme je disais, ça part de nos données, c'est quelles sont les données en fait, qu'on lui fournit. Aujourd'hui, et on est tenté de le faire, peut-être même les étudiants, on a donné un exercice en fait, au format PDF en fait, à un étudiant, il va le charger, en fait, il y a une petite icône à présent avec le trombone, je charge le PDF et je lui dis résous-moi l'exercice. D'accord? Donc ça devient aussi ultra facile, on peut tomber dans des biais, pas les biais algorithmiques, mais on peut tomber dans des biais en fait, pour nous faciliter le travail. Et c'est surtout que du moment où on a mis un document sur ChatGPT, en fait, on a donné cette information, encore une fois, aux GA américains. Donc, il y a un risque. Et même dans la version payante, où normalement, en fait, on est propriétaire de nos données, il y a ce qu'on appelle oui, j'ai oublié, pas le President Act aux États-Unis, mais qui permet de dire, en fait, aux services secrets, si on pense que la donnée, en fait, elle doit être utilisée, on y a accès. Donc, l'idée, c'est quoi? Et c'est pour ça qu'on est parti, en fait, de ce postulat-là, d'essayer d'avoir un chatbot conversationnel pour toutes les entreprises, mais sur leur propre jeu de données. En gros, c'est la même chose. On va bénéficier en fait de prompts. On pourra charger nos documents. Donc, typiquement, ça peut être en fait un fichier PDF pour résumer
dans lequel en fait on a une information et on demandera à cette IA générative, il nous répondra comme un humain, mais sur notre jeu de données, sans que l'on ait donné ces data à OpenAI ou à Claude, à Anthropic, etc., etc. Donc l'idée est partie de là. Il faut savoir que le développement d'un chatbot basé IA, ça représente en fait en termes d'ingénierie 6 à 7 mois de travail. Et l'idée, en fait, justement, la valeur qu'on essaie d'apporter, c'est que dès que vous avez aujourd'hui en fait une entreprise, en quelques clics, vous pouvez bénéficier, en fait, vous gagnez 6-7 mois de travail et vous pouvez déployer sur votre site internet ce même type d'IA. D'accord ? C'est un petit peu ça, en fait, ma démo, introduction. Et en gros, alors, on a voulu le marketer. On l'a appelé Fefen. Bon, c'est dit, il y a une histoire, même si je peux faire le pitch. Mais en gros, Fefen, en fait, est un créateur de robots conversationnels. C'est-à-dire que vous-même, vous vous inscrivez. Je crois que je me suis déjà inscrit. Et vous pouvez générer autant de chatbots que vous voulez si vous avez différents sites. Le but étant de retrouver ce petit chatbot sur votre site internet et qui va répondre à l'utilisateur sur les données que vous lui avez données, sur les datas que vous lui avez données, histoire de parler, de comprendre la phrase que je raconte. Donc voilà, j'arrive en fait dessus, c'est relativement simple, je m'authentifie, enfin je m'inscris, je m'authentifie. Une fois que je suis authentifié, j'arrive en fait sur une interface où j'ai la possibilité de créer un chatbot. D'accord ? Je clique sur le bouton, je crée un chatbot et j'ai un ensemble de champs, je lui donne mon nom, j'ai un petit descriptif, le premier message en fait du chatbot, des instructions personnalisées, donc on voit qu'on peut mettre des règles pour essayer aussi de cadrer sur un certain nombre en fait, d'informations, il faut que je donne ses réponses. Je peux lui ajouter donc des URL d'apprentissage. URL, c'est les adresses en fait de mon site internet. Si j'ai plusieurs pages en fait sur mon site, je lui donne une succession de pages sur lesquelles en fait il va trouver les potentielles réponses. D'accord ? Et c'est ce dont je vous parlais, les charger un fichier voire plusieurs fichiers d'apprentissage. Donc je peux lui charger des PDF, des documents dans lesquels je retrouve en fait les données de mon entreprise et il va s'appuyer pour répondre en fait à un utilisateur. Donc en gros, en quelques clics, je peux disposer d'un emploi à temps plein, partiel, qui peut effectivement ne serait-ce que faire son service, un service client, ou des fois en fait même en termes d'investissement, les entreprises en fait qui sont 80% de notre territoire des TPE ont du mal en fait à investir. En gros, si je prends le cas 6 mois de développement d'une petite équipe de 2 personnes d'ingé sur ces technos-là, il faut compter un budget de 70 000, entre 70 000 et 100 000 euros. Là, typiquement, vous avez à disposition, puisque en fait, c'est ce que nous, on apporte comme contribution, un abonnement, ça sera un abonnement qui ne va pas dépasser la centaine d'euros mensuels pour pouvoir utiliser ça. Donc c'est ça, là, le business model, on veut déployer des chatbots, il y a une version gratuite, bien sûr, puisqu'on est en mode freemium. Donc une fois que l'on a ça, mon petit test, c'est quoi ? Je fais un PDF. Alors là, je mets en fait les horaires d'ouverture. Je veux le déployer par exemple sur mon site internet qui est le site internet de Nasdi. Voilà, c'est Nasdi, on a un site internet. Je veux qu'il soit matérialisé par le petit bouton en bas à droite que vous avez là, ok ? Et je le dis en fait, voici mon document. On ouvre de 7h à 19h. Enfin, c'est pas vrai, mais bon. Faut faire attention à la donnée que vous donnez en fait à votre chatbot. Des fois, si vous montez un ensemble, on peut le connecter à un drive. Il y a des documents que vous avez même des fois oubliés. Mais faites attention parce que le chatbot va vous les ressortir. On va poser des questions sur des choses que vous-même vous avez oubliées. Donc attention à ça. On parlera cyber tout à l'heure, je crois, avec d'autres interlocuteurs. C'est une façon d'attaquer un petit peu par l'IA les infrastructures, la donnée en fait que vous fournissez en fait à l'IA. Bref, je reviens à mon exemple. Petit fichier PDF, j'ai mis l'offre de service. On a effectivement des offres et d'opportunités à 3 000 euros. Nasdi Liberty chez nous, c'est notre assistance. On a des prix à 95 € par mois. Ok, j'ai mon document. Alors, je vais sur mon petit chatbot ici. Alors, je l'ai déjà créé, chatbot de Nasdi. OK. Si je fais modifier, voilà, je retrouve la même interface et en gros, je retrouve le fichier ici. FAQ, Nasdi chatbot, si je fais afficher, voilà, je retrouve en fait le document. D'accord ? C'est juste en fait le chargement d'un fichier sur une interface. Voilà, ça va, c'est plutôt facile en fait d'accès. On l'a vu comme ça. Une fois que l'on a fait ça, en gros, en fait, j'ai fini. J'ai fini dans le sens où, si je clique sur le bouton « Ouvrir », j'arrive en fait alors sur ce qu'on appelle CodeIframe, je vais revenir sur la partie code, mais typiquement, je peux déjà le tester. Donc ça m'ouvre en fait un prompt où j'ai mon assistant et je lui pose en fait une question. Et typiquement, vous avez vu, je lui ai mis en fait un fichier PDF.
Je vais lui poser comme question, bon, à quelle heure ouvre Nasdi? À quelle heure ouvre Nasdi? Ok, je fais envoyer. En train d'écrire, voilà. Nasdi ouvre ses portes à 7 heures. Donc clairement, là, on est vraiment sur le document que je lui ai donné. Et la data, elle est en interne. Elle est encore maîtrisée. D'accord? On peut aller plus loin, on peut lui demander les prix de Nasdi, please. Allez, please. Je mets le please parce que je ne sais pas si vous avez testé sur ChatGPT. Le côté, en fait, émotion fonctionne. Si vous donnez un pourboire, réponds-moi à la même question en donnant $10, vous allez voir que sa réponse sera plus longue et plus longue. Donc voilà, soyez sympa avec vos IA, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Partez. Et donc, typiquement, pour revenir, voilà, il se base vraiment encore une fois sur mon jeu de données. Il me ressort en fait finalement ce que je lui ai mis. Et typiquement, on peut aller plus loin. Ça veut dire, on peut lui poser la question, est-ce que c'est cher? Et là, en fait, on aura une réponse aussi. Alors, allons voir. Je vais pas tester ça. On va tester cher comme ça. Hop, je peux même faire des fautes. Allons-y. Typiquement, on peut le tester. C'est le. Alors, le coût de service dépend de vos besoins, c'est plutôt bien. Hein. Nous proposons des offres de service, voilà. Donc, vous voyez quand même que la réponse, elle est cadrée. Donc, on utilise une IA sur son propre jeu de données et qui répond de façon, effectivement, plutôt précise, comme si c'est un individu, un être humain, en fait, que l'on a derrière. Une fois que ça s'est fait, donc, typiquement, c'était pour on aille un petit peu plus loin, c'est que, vous voyez, là, il y a ce qu'on appelle, en fait, un code source. Code source, ça parle à tout le monde ou pas? Oui, non? Ce qu'il y a derrière, en fait, les pages web, ce sont des instructions. C'est ce qui permet d'écrire des programmes. Je vous invite, parents, étudiants, etc., aujourd'hui, de la même façon qu'on peut apprendre en fait l'anglais ou le chinois, n'hésitez pas d'apprendre un langage de programmation. Et il y a des langages plutôt simples, ce sont les langages en fait de balises comme le HTML ou le XML. Ça ne demande pas de compétences techniques, mais vous pouvez en tout cas vous sensibiliser à ce qui se passe un peu derrière la machine, dans la conception justement des sites internet que vous utilisez tous les jours. Donc là, le code en fait qu'il y a derrière, une fois que j'ai créé mon chatbot, ça me génère ce petit code. Et ce code-là, qu'est-ce que j'en fais? Je le copie-colle dans le code de mon site internet pour faire apparaître la petite bulle qu'il y a ici. Et la petite bulle me fait réapparaître l'écran que j'avais tout à l'heure en mode test. Et donc on voit que le déploiement, c'est juste un copier-coller de ce code sur un site internet. Donc si vous avez déjà des sites internet, juste un copier-coller vous permet de disposer de chatbots IA basés sur votre propre jeu de données. Et voilà un petit peu en fait l'innovation que l'on a en fait poussée cette année 2024. On l'a présenté FFN parce qu'on est chaud sur ce côté un peu marketing local au concours Innovation Outre-mer en fait à Paris. Nous avons été finalistes. On a loupé le côté lauréat en fait de cheveux, mais en gros voilà, ça a suscité en fait un intérêt. L'idée c'était de rencontrer aussi en fait des investisseurs. L'innovation va avec l'investissement. On a en fait une ambition pour FFN pour pouvoir le déployer sur les vraiment disons-le des milliers de sites en fait d'ici les 2 prochaines années. Et c'est ça, c'est que typiquement, on peut, chez nous, du moment où on s'intéresse en fait aux choses, aux technologies, c'était moi mon sujet de ce matin sur l'égalité homme-femme et qu'il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de femmes qui s'intéressent en fait à l'algorithmique, aux sciences, aux mathématiques, ce qu'on appelle le STEM aujourd'hui, Science and Technology, Engineering and Mathematics. Là, il y a des milliards qui sont investis en Inde en ce moment, en Chine. On a parlé de Singapour ce matin, où il y a plus de femmes finalement que d'hommes dans ces milieux tech. Il faut en fait que l'on prenne le pas. Il faut que l'on pousse ça parce qu'il n'y a pas de raison que tout le monde en fait y ait accès. Donc voilà, voici un petit peu l'innovation locale que je voulais vous montrer autour de l'IA. Chatbot IA, plutôt simple, sur votre propre jeu de données. Et c'est né ici, ça va se développer ici. Et on va, pour ça, en fait, on va attaquer en fait, un volet international en fait, très bientôt. Merci beaucoup. Bravo. Bravo Roland Ratenant de Nasdi. Et longue vie à FFN, du coup. J'aimerais maintenant donner la parole à monsieur Johan Joseph Auguste pour qu'il nous parle un petit peu du sujet de l'intelligence artificielle avec son angle de vue sur le sujet. La parole est à vous. Oui, alors bonjour, je suis le docteur Johan Joseph Auguste, je suis médecin généraliste
Et donc, je vais vous parler d'une plateforme, d'une solution. C'est complètement hybride pour la santé. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en santé? Je ne sais pas. Non, je rigole. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu des difficultés d'accéder aux soins. Je ne sais pas aussi si vous avez vu les difficultés qu'on a aussi entre soignants à discuter, à pouvoir s'échanger des données et juste avoir la même information. Parce que, comme il disait, l'intelligence artificielle passe déjà par la data. Donc, ne serait-ce que même un médecin, sans intelligence artificielle, il a besoin de données. Et on est en 2024, presque 2025, je ne me trompe pas. Et là, jusqu'à maintenant, là, je vais parler de ma profession, on prend une tension artérielle au cabinet. Elle est bonne, elle n'est pas bonne, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'on fait? On traite. Est-ce que le patient sa tension n'est pas montée dans la salle d'attente, en fait, parce qu'il est énervé, tout ça. Et donc, nous, on prend des décisions sous des données, elles sont objectives, mais c'est des données sur le moment. Et donc, nous, on s'est dit, ouais, c'est quand même bête. Hein. Tout le monde réussit à avoir de la donnée, à prendre des décisions avec des décisions de plus en plus précises, et nous, on reste toujours à l'ancienne, à prendre des trucs. Et notamment, l'une de mes formations sur le sommeil, parce que je suis médecin du sommeil aussi, et là, quand on fait du sommeil, on a des patients qui sont appareillés avec les PPC. Et en fait, ces patients, ils sont automatiquement... Alors, les données arrivent directement sur une plateforme, sur un serveur, et le médecin du sommeil y a accès, histoire de dire, il ne met pas, pourquoi il ne met pas. En fait, ça permet de se poser des questions. Et avec un de mes confrères, Dr Maturina, on s'est réunis, on s'est dit, mais pourquoi pas faire quelque chose qui va permettre de récupérer des données, et au lieu de donner aux géants américains, parce qu'eux, ils ont les données, et on ne sait pas ce qu'ils font avec, mais ils les ont. Pourquoi pas les utiliser en médecine? Et après, la réalité, on a voulu faire une IA aussi, mais après, on nous a dit oui, qu'une IA en médecine, c'est pas comme ça, il faut prouver que... Alors c'était compliqué, donc on s'est dit, déjà, on va récolter de la donnée qu'on va apporter aux soignants. On va l'améliorer, on va la mettre en œuvre pour apporter aux soignants. Alors, je n'explique pas le contexte dans lequel on a décidé de faire ça. C'est un peu alcoolisé, mais bon, finalement, on l'a fait quand même. Alors, on s'est dit, mais voilà, on est tous conscients de ça, que globalement, il y a un problème dans la santé. Alors, nous, ça date de 2019, quand on décide ça. 2019, il n'y a pas encore le Covid. Donc, nous, on se dit, en Martinique, il va y avoir un problème, tout ça. Donc, on va voir. Il n'y a personne de l'ARS, non? Non, c'est bon. Alors, on va les voir, on leur explique que nous, on a un petit souci. On pense que dans quelques années, mais on est dans 10-20 ans, mais on est des jeunes médecins. On s'est dit, on va peut-être vivre toujours. Donc, dans 10-20 ans, il y aura peut-être un problème sur l'offre de soins. On nous a dit, non, mais bon, les gars, c'est gentil, vous êtes médecin, mais restez en médecine. Mais comme on est si on a dit, non, on continue, on est sûr de nous. Et en fait, on avait fait une petite étude en allant les voir, en leur montrant que, en fait, on avait presque la moitié de nos patients alors non, ce n'est pas nos patients, on avait 3 cabinets médicaux dans le nord, centre et sud. Et en fait, on arrivait à 50% des patients qui disaient déjà avoir eu un problème d'accès aux soins et qui avaient fait appel aux urgences pour quelque chose qui n'était pas urgent. Donc on comprend que ça remplit les urgences. Et en fait, on a essayé de voir les problèmes. Et en fait, comme on sait, il y a une répartition inégale des espaces de santé, ok. Et on a aussi le fait du vieillissement de la population fait que finalement, ça complique aussi l'accès aux soins. Et puis on a remarqué aussi que souvent les patients paniquent. Les patients paniquent pour des raisons... Alors pour moi, médecin, je vais dire aussi pour rien, mais en fait, le gros problème, c'est l'éducation. C'est-à-dire que s'il ne sait pas que ce n'est pas grave, parce qu'on a tendance en France à laisser au médecin ou aux professionnels de santé les connaissances médicales, donc ce qui fait que le patient panique. Alors par exemple, je vais vous donner un exemple. On est souvent au cabinet, j'arrive, la personne arrive au cabinet, on me dit « Ouais, j'ai 15 de tension, je suis en urgence parce que je vais mourir. » Non, à 15 de tension, on ne meurt pas. À 15 de tension, on reprend sa tension, par exemple. Et donc, c'est des petits trucs comme ça qui font que ce même patient-là, il finit aux urgences. Et donc, il remplit les urgences.
Et donc, on a remarqué qu'il y avait un vrai problème d'éducation à la santé. Et donc, nous, on s'est dit, alors, on va créer une plateforme qui va permettre déjà de récupérer de la donnée, qu'elle soit, alors je dis ça comme ça, mais c'est pas comme ça, c'est volontaire, c'est-à-dire avec des questionnaires, des trucs comme ça, ou avec des objets connectés. On va récolter cette donnée, on va la travailler, on va la mettre, on va la mettre en forme, et l'histoire de la partager. Et puis on se dit, mais finalement, le médecin traitant, je vois un patient chronique tous les 3 mois. Souvent, le patient a un infirmier qui est là tous les jours. Il a un kiné qui vient 2 ou 3 fois par semaine, tout ça. Ce serait important d'avoir aussi ce qu'il a, ce qu'il voit, parce qu'il faut comprendre qu'en santé, chacun a son dossier. Alors, le médecin a son dossier, le médecin traitant a son dossier, le spécialiste a son dossier, le kiné, l'infirmier. Et puis, il ne donne pas. Chacun ne donne pas d'informations. Donc, ça veut dire que moi, je fais avec ce que j'ai, mais ce que j'ai n'est peut-être plus vrai. Et donc, chacun est dans son monde, voilà, c'est ça. Mais en fait, c'est pas qu'il ne veut pas partager, c'est juste qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, on court, machin, nan. Il suffit que, par exemple, j'ai un spécialiste qui m'appelle pour me demander un renseignement. Si j'ai pas pris le téléphone, je le rappelle, il me répond pas. C'est normal, et c'est parce qu'on est débordé. Et donc, on s'est dit ça. Et puis, attends, excuse-moi. Et puis, on s'est dit aussi, il faut qu'on trouve une manière de pouvoir. Alors, je ne vais pas éduquer, parce que l'éducation, c'est l'éducation thérapeutique en santé, ça a un sens, mais informer les patients, leur donner un peu d'informations médicales pour pouvoir déjà avoir moins peur et nous aider. Alors, on a décidé de créer une plateforme qui va réunir une plateforme patient, une plateforme aidant. Alors, nous, on a pris on s'est dit que les données de santé étaient quand même très sensibles, et on s'est dit, donner nos codes à un aidant, on connaît les familles, hein. Aujourd'hui c'est l'aidant, demain matin, personne ne passe à la tête, hein. Donc on s'est dit, on va donner un accès, mais qui sera volontaire du patient. C'est-à-dire, je lui donne, mais n'importe quel jour, je peux couper ses accès, sans changer mes codes. Donc c'est une vraie plateforme aidante, et une plateforme commune à l'ensemble des professionnels de santé. Donc on s'est dit, donc quand on a parlé de ça, parce que moi je ne sais pas développer, hein, donc je ne sais pas faire, quand on a parlé de ça à notre équipe, ils nous ont regardé, ils nous ont dit, watch, les gars sont fous. Vous voulez qu'on fasse 3 plateformes qui communiquent entre elles avec des jeux de décision de qui a droit à quoi? Je pense qu'après on a perdu certains dans l'équipe, je ne sais pas, burn-out, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Mais finalement, on l'a fait. Et donc, on a créé une plateforme on a créé 3 plateformes qui interagissent entre elles. Et alors, on a créé 3 supports pour les patients. Web et non, même pas 3, 2. Web et mobile. Donc, on a fait ce qu'on appelle du responsive, hein. Et donc, les 3 plateformes communiquent entre elles. Et donc, voilà un peu à quoi ça ressemble. Alors ça, c'est la plateforme patient, où le patient, on s'est dit, mais on veut l'informer, on veut l'éduquer, mais il faut déjà qu'il ait accès à ces données. Donc, on a créé une plateforme patient, où le patient, il a accès en temps réel à ses données à lui, non pas aux données du professionnel de santé, en tout cas pas à toutes les données, mais à ses données à lui, de façon assez commune. Ouais, exact. Et donc, voilà. On a créé. Alors ça, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça. Ah oui, ça c'est pour ça c'est pour les aidants. Normalement, il y a une petite vidéo, non? Non, il n'y a pas la vidéo. Bon, ok. Et donc en fait, c'est l'accès aussi aux aidants. Donc l'aidant, il peut décider, il peut avoir son propre compte, et il peut décider d'aller voir ce qui se passe chez la personne qui l'aide. Donc d'avoir les données, d'interagir à la place du patient, mais toujours sur son espace à lui. Et puis, là, on est du côté professionnel. Alors, les professionnels de santé, nous, ce qui nous intéresse, c'est déjà d'échanger sur les données. En fait, les vidéos ne portent pas. C'est dommage. Ouais, alors, il y a un petit bug là, les vidéos ne portent pas, mais c'est pas grave. Donc, en fait, globalement, les professionnels de santé, nous,
on a accès à l'ensemble des données entre nous. On a des côtés privés, mais on a surtout accès aux objets connectés, aux courbes des objets connectés. Donc vous imaginez, vous avez un tensiomètre connecté, vous prenez votre tension tous les jours pendant une semaine, ou bien 3 fois dans la semaine. Ça arrive automatiquement sur la plateforme patient, et de la plateforme patient, ça arrive à la plateforme professionnelle. Et le professionnel de santé, le médecin, l'infirmier, tout ça, il a une courbe des tensions. Alors, je ne sais pas, je pense que c'est quand même plus précis qu'une tension prise de façon unique. Et oui, ponctuellement. Et donc, là, on a des données comme ça. Alors, nous, on s'est amusé, on s'est dit, mais quelles données peuvent nous intéresser? En fait, on s'est dit, mais quasiment toutes les données. On a pris, et ça, j'aime bien donner cette donnée quand je parle à des professionnels de santé, je dis le nombre de pas. Alors, tous, ils me disent, mais le nombre de pas, ça ne sert à rien. Et oui, ça sert. Parce que c'est déjà de la prévention, c'est la plus grande prévention. C'est-à-dire qu'un patient qui marche moins, on voit qu'au cours du temps, il diminue. Ça fait au moins se poser la question, qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il a mal? Il a un problème de hanche, il est tombé? Est-ce que c'est parce qu'il n'arrive pas à marcher? Ça peut être déjà un premier signe de décompensation cardiaque, ça peut être un signe de décompensation respiratoire. Et donc, ces données-là sont extrêmement importantes pour un professionnel. Alors, pour le moment, c'est Apple qui les a, Samsung, tout ça. Et nous, on ne les a pas. Donc, c'est un peu ce qu'on dit là. Donc, nous, on a essayé de se connecter. Alors, pour le moment, on n'a connecté qu'une seule marque, c'est Weezing, c'est une marque française qui fait des dispositifs médicaux, qui ne ressemblent pas à des dispositifs médicaux. Donc, c'est la seule. Mais on a pour ambition d'intégrer le maximum d'objets connectés pour faire comme McDo. Venez comme vous êtes, donc mettez ce que vous voulez, mais au moins d'avoir. Et on va me dire, oui, mais si ce ne sont pas des dispositifs médicaux. Mais en fait, le but, c'est d'avoir une cinétique, c'est de voir l'évolution. C'est-à-dire que même si la montre, même si le tensiomètre, la tension est un peu variable, c'est pas top, ouais. Mais globalement, la variation est intéressante. Le nombre de pas, même s'il n'est pas hyper affiné, mais on voit la différence entre les deux. Et c'est ce qui nous intéresse. Et donc, globalement, voilà. Et donc, entre professionnels de santé, alors déjà, comme je disais, le patient répond à des questionnaires. Alors nous, ce qu'on a fait... Oui, exact. Tout est connecté. Et donc, un patient, on a des questionnaires où le patient répond. Le patient répond, on lui pose des questions simples. On s'est adapté avec ce qu'on voit au cabinet. C'est-à-dire qu'on s'est dit, parce qu'un patient diabétique, c'est rare qu'il nous dise qu'il est diabétique. Par contre, il fait du sucre, ou il fait des poussées de sucre. Et donc, on a essayé d'adapter à ce qu'on entend au cabinet pour que ça soit le plus précis. Et donc, le patient, au lieu de râler dans la salle d'attente, à dire « ouais, qui s'est mis ses cafés, mangeant, ça fait une heure, manque à attendre », eh bien, on l'invite à pouvoir répondre à un questionnaire. Et ce questionnaire-là, il revient du côté soignant. Le soignant peut le corriger parce qu'il peut faire des erreurs, c'est pas gênant. Peut le corriger pour pouvoir informer tous les autres en temps réel parce que c'est la même plateforme. Parce que je vais vous donner un exemple. Pour être médecin du sommeil, quand j'ai des patients, alors, je suis médecin généraliste, je suis diabétologue et médecin du sommeil. Et donc, quand j'ai des patients qui viennent me voir, ils m'expliquent un cas, et je leur dis ouais, mais je pense qu'on va faire un test d'apnée du sommeil. Il me dit mais non, mais j'ai déjà l'appareil, docteur. Ça fait 10 ans que j'ai l'appareil. Je dis mais ça fait 10 ans que je te suis, tu m'as jamais dit ça. Il me dit mais c'est pas toi qui me l'as mis. Donc globalement, je ne sais pas qu'il a un appareil d'apnée du sommeil. Ça veut dire que je ne sais pas non plus ce que le cardio a mis. Si le cardio ne m'a pas donné le courrier n'est pas arrivé, je ne sais pas. Donc, globalement, je n'ai pas ces données. Et donc, le but, c'est que le patient puisse déjà m'aider en remplissant son questionnaire. C'est aussi que moi, ce que je vois, de pouvoir corriger ou compléter pour les autres. Et puis, de les partager. C'est la même chose pour les prescriptions. Donc, sur les prescriptions médicales, ça c'est le plus fort. C'est que globalement, quelquefois, on a des patients, ils prennent des médicaments. Surtout le patient qui voit plusieurs médecins. Il y a plusieurs spécialistes, il voit le cardio, le diabéto, le je sais pas qui, nanana. Et donc, il a plusieurs traitements. Sauf que personne ne communique. Personne ne communique. Quelquefois, ça arrive qu'il suffit que, même pas, pire, il suffit qu'un patient tolère mal un médicament.
il tolère mal, je sais pas lequel, il fait une allergie ou je sais pas quoi. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois, c'est pour ça que je peux le raconter, où je retire le médicament parce que le patient ne le tolère pas. J'ai un machin, le cardio reçoit le patient, il m'appelle pas, il machin pas, il dit pourquoi il a retiré le médicament? Le patient dit je sais pas. Il dit il se prend pour qui? Boudoum, il lui remet. Et puis le patient finit aux urgences. Sauf que tu dis au patient mais pourquoi tu as repris le médicament? C'est le cardio qui m'a dit de reprendre, il m'a dit que pour qui tu te prends? Je dis oui mais tu lui as pas dit que j'avais retiré parce que nanana. Il m'a dit, mais mon pâté savent ça, mais tu as oublié ça. Et donc, globalement, vous voyez, mais là, il est allé à l'hôpital, mais il peut mourir aussi. Donc, il faut comprendre que même dans la thérapeutique, le fait de ne pas échanger, ça fait des dégâts. Passionné. Et donc, voilà. Et donc, nous, on s'est dit que, OK, donc ça c'est pour les médecins. Donc, ça c'est pour les prescriptions. Bon, ça c'est pas grave. Et on s'est dit que maintenant, ok, on a l'idée, on a tout ça, on a ça. Et en fait, il y avait tout le volet sécurité. Sécurité, donc données HDS, nanana. Et heureusement, l'État a quand même mis des choses pour nous. L'Agence du numérique en santé notamment nous a mis un outil qui s'appelle ProSanté Connect qui permet d'identifier les patients. Donc on a intégré le maximum d'outils qui permettait de sécuriser la plateforme parce qu'on est sur des données sensibles, extrêmement sensibles. Et donc, on a mis... Alors, je ne sais pas si vous avez suivi ça à un moment. Comment ça s'appelle le truc là pour prendre des rendez-vous en France? Doctolib. Oh, pas mal. Doctolib. Eh bien, Doctolib, ils avaient eu un problème parce qu'en fait, il y avait plein de personnes qui se faisaient passer pour des médecins. Ils n'avaient pas la sécurité pour identifier les professionnels de santé. Alors, il y en avait plein, c'était des charlatans qui arrivaient, ils se présentaient comme médecins et avaient des rendez-vous avec des patients. Et donc, ils ont été épinglés un peu pour ça. Et donc, il y a eu un outil qui a été créé qui s'appelle ProSanté Connect qui permet d'être sûr que le professionnel soit un professionnel de santé. Et donc, il a un code, il a une carte professionnelle, une ICPS, donc une carte dématérialisée. Exact. Et donc, qui lui permet de s'identifier. L'État aussi a mis une solution pour les professionnels de santé pour s'envoyer des mails de façon sécurisée. Il n'y a personne du CHU. Non, mais le problème, c'est que c'est toujours pas utilisé. Oui? C'est toujours pas utilisé, la boîte MS Santé. Non, les hôpitaux, mais pas envoyer un mail. Il y a une boîte mail qui est fermée, qui s'appelle la boîte MS Santé, qui est pour les soignants, pour communiquer entre eux. C'est un circuit fermé, ça veut dire qu'un patient essaie de m'envoyer un mail, il ne peut pas. Il ne peut pas m'envoyer de mail, c'est qu'un professionnel de santé qui s'est identifié en tant que professionnel de santé qui peut m'envoyer un mail. Et puis nous, on a décidé de créer des solutions un peu plus faciles à utiliser. Donc sur la solution, nous avons mis des solutions de notification. C'est-à-dire qu'on a des notifications qui sont partageables, parce que nous, on a voulu créer un logiciel métier, un vrai logiciel métier professionnel, et donc, c'est l'utiliser au quotidien. Donc, on est capable de faire des notifications pour soi, pour son remplaçant, on peut choisir à qui a accès, notamment, par exemple, on va parler d'un patient, par exemple, VIH, qui ne veut pas que son infirmière sache, il a le droit, qui ne veut pas que son kiné sache, qui ne veut pas tout ça, on peut le mettre sur une zone un peu sécurisée et décider de le partager avec qui on veut, ou qu'il veut. On a décidé aussi de mettre aussi des... Je pense que je me suis un peu gouré, je pense que j'ai fait l'inverse. Et puis aussi la possibilité de faire aussi des commentaires sur le patient, c'est-à-dire des commentaires sur les analyses. Dire, par exemple, il a eu ça, il a eu ça. Ça permet, d'une part, pour l'infirmière, par exemple, qui voit une plaie, un patient qui a une plaie, souvent, nous, comme le médecin est difficilement joignable, souvent, la plaie perdure et s'aggrave. Et souvent, nous, on nous appelle quand c'est déjà aggravé. Et donc, ce qui se passe, c'est que, en fait, on ne sait plus trop quelle est l'origine. Et donc, nous,
l'important là, c'est d'avoir des photos du début pour pouvoir mieux prendre en charge. Je sais que tu me presses, c'est pour ça que j'essaie d'aller vite. J'ai rien dit, mais t'as compris. J'ai compris. Et donc, voilà. Et donc, globalement, voilà ce qu'on a voulu développer. Donc, il n'y a pas d'IA. Il n'y a pas d'IA, mais si on veut aller vers l'IA, il faut la data. Et il faut utiliser FFN. Je pense qu'on peut applaudir cette présentation de Madoc Santé. Je pense qu'après cette présentation, on ira tous s'inscrire pour permettre à nos professionnels de santé de discuter entre eux et afin que l'offre de soins soit optimale pour nous. C'est ça, hein, c'est ça l'objectif. Est-ce que je peux réagir par rapport à ce qu'il a dit? Alors, oui, mais très rapidement. Donc, dans mon parcours professionnel, j'ai eu l'occasion de travailler pour l'INSERM. Ça te parle? Ok. Donc, je voudrais juste pousser un petit coup de gueule parce que de toute façon, c'est ma spécialité. Roland ne m'en veut pas. Et donc, donc, je vais vous parler d'un phénomène, la collecte des données à caractère personnel et médical sur nos territoires. Elle est toujours faite en cohorte. Donc, ce que représente Madoc Santé, dans le médical, ça s'appelle une cohorte. C'est-à-dire qu'en gros, il est en train de faire une enquête de terrain pour voir la santé des Martiniquais. De rien, avec plaisir. Et donc, toutes les cohortes, elles sont lancées depuis le ministère de la Santé et financées principalement, quand je dis financées, on parle de 10 millions, voilà, par des cohortes qui viennent chez nous, qui signent un accord avec l'ARS, qui font leur travail et qui repartent avec les données. Les 10 millions investis se transforment en 100 millions gagnés une fois qu'on a vendu les données. C'est juste pour que vous compreniez. OK ? Donc, quand est-ce que nous, sur nos territoires, on va reprendre le contrôle de nos données? Merci Madoc Santé. Donc, techniquement, les membres de Madoc Santé sont millionnaires dans pas longtemps. Non, on ne vend pas de C'était la petite question. On ne peut pas les vendre. Nous, on ne peut pas les vendre. Ils ne veulent pas, ok. On va passer la parole à l'institutrice chargée de mission à la DRAN, en la personne de Madame Laurie Mavinga. Merci de nous rejoindre. Je vous laisse vous présenter. Oui, bonsoir, Laurie Mavinga, donc enseignante de physique-chimie, chargée de mission à la DRAN Martinique. Très bien. Pardon, le sigle Délégation de région académique au numérique pour l'éducation. Ça, c'est pour la signature de mail. Alors, on parle IA? Non, c'est pas mon sujet. Là, on pitch. Voilà, c'est ça. Pitch. Parce qu'en fait, on a fait un petit mélange. Oui, voilà, IA c'est ça. et voilà. Alors, de quel projet innovant voulez-vous nous parler? Alors, moi, je veux vous parler de Pix plus Edu. Alors, c'est pas tout à fait le même cadre, en fait. Pix plus Edu. J'y viens. C'est pas tout à fait le même cadre que les collègues, entre guillemets, d'à côté. Puisque nous, voilà, nous sommes une académie, région académique de Martinique, donc fonction publique, c'est pas tout à fait le même cadre, mais je vais quand même vous présenter ce qu'on fait. Donc nous vivons une période passionnante où le numérique, en fait, transforme en profondeur nos pratiques pédagogiques et mieux repérer les situations où le numérique est adapté, maîtriser les compétences de base, les pratiques d'apprentissage, les risques liés, constituent des enjeux forts pour chaque enseignant ou personnel d'éducation dans l'exercice de leur métier. Donc la transformation, elle ne peut réussir que si on a une stratégie claire, des outils innovants et surtout un accompagnement qui va être adapté. Et c'est là que le dispositif Pix plus Edu va prendre toute son importance. Donc je vous propose de voir ensemble comment ce dispositif, la médiation numérique et nos innovations au niveau local vont permettre de faire de l'Académie de Martinique un modèle de réussite au niveau du numérique. Donc, Pix plus Edu, c'est un dispositif national. Alors, c'est affiché, oui. Oui, voilà, c'est ça. Moi, je ne vois pas... voilà, on y est. Merci. Donc, merci. Pix plus éducation, ok. Voilà, c'est ça.
Alors, pourquoi justement PIX plus Edu? Parce que c'est un dispositif qui est mis en place depuis 2022 et qui s'appuie sur la plateforme PIX qui, elle, a été lancée en 2017. Alors, PIX, c'est une plateforme numérique qui est disponible pour tout un chacun. Tous les citoyens peuvent y avoir accès. Ils tapent pix.fr et ils peuvent y avoir accès. C'est une plateforme qui permet de développer ses compétences numériques. Et donc, le dispositif PIX plus Edu s'appuie sur cette plateforme PIX, mais va proposer aux enseignants et personnels d'éducation d'une manière générale les compétences également professionnelles, mais liées à notre métier. Donc, on ne va pas s'arrêter uniquement à ce moment-là sur les compétences transversales. Donc, au niveau national, ce sont plus de 46 000 enseignants qui sont engagés dans ce dispositif. Ça ne représente que 5% des effectifs. Et au niveau de l'Académie de la Martinique, nous sommes déjà à 13,7% des enseignants qui sont engagés. Donc ça place notre région académique en tête du classement, juste derrière Saint-Pierre-et-Miquelon. On peut applaudir ça, s'il vous plaît, quand même. Donc voilà, ce sont 600 enseignants. Ce sont donc 600 enseignants dans le premier degré qui vont être concernés et 300 enseignants qui sont engagés dans le second degré. Donc la dynamique, elle est bien présente, mais il reste un formidable potentiel à exploiter, surtout au niveau du second degré. Donc pour y parvenir, on mise sur une approche qui facilite l'accès au dispositif et qui dynamise la communication. Donc juste avant de vous parler de cette partie, je vais vous parler un petit peu de nous, ce qu'on met en place en termes de médiation. Donc pour nous, la médiation numérique, c'est l'art de simplifier, accompagner et encourager. Donc nous avons misé sur des dizaines de sessions de formation en distanciel ou en présentiel pour répondre aux besoins concrets des enseignants. Plus d'une centaine de diagnostics personnalisés pour aider chacun à identifier ses forces et ses axes de progression, puisqu'en fait, sur la plateforme, les collègues peuvent réaliser un premier parcours d'autopositionnement. Suite à ça, des analyses statistiques sont faites sur leurs résultats et moi j'y ai accès et je peux ensuite leur envoyer des conseils personnalisés par rapport à leurs forces et à leurs faiblesses selon les compétences. Il y a également des ressources qui sont accessibles, qui sont proposées par notre partenaire, le réseau Canopé, sur la chaîne Tube. Donc on parlait des communs numériques, alors c'est peut-être pas tout le monde concerné, mais voilà, ça fait partie des communs numériques. Donc il y a des vidéos pédagogiques, des capsules en motion design, des podcasts, etc. Et puis l'engagement de nos équipes numériques disciplinaires pour valoriser le dispositif. Donc c'est avec ces moments d'échange, de partage, de confiance, etc. que les enseignants vont prendre plaisir au fur et à mesure à développer leurs compétences numériques. Et donc pour la partie innovation en Martinique, merci. Voilà, donc on parlait de chatbot tout à l'heure. Le nôtre va être un tout petit peu plus simple, mais voilà, c'est un chatbot au service des enseignants qui est développé à partir des travaux de la DRAN de Lyon et de la DRAN de Versailles. Le code source dont on parlait tout à l'heure est hébergé sur la Forge des communs numériques. Et donc cet outil, c'est une petite révolution pour faciliter l'accès à PIX plus Edu, puisqu'il va permettre de simplifier la navigation vers les parcours de découverte et d'entraînement sur PIX pour les collègues, et puis de répondre instantanément aux questions fréquentes des enseignants sur le dispositif. Donc ça va permettre d'améliorer en fait l'accès au dispositif d'une manière générale, de façon plus intuitive et engageante. Donc c'est l'innovation qui va être au service de l'efficacité et de l'autonomie des enseignants. La deuxième chose qu'on veut proposer, c'est un forum chat pour créer une communauté vivante. Alors, CHAP, là, c'est pas un sigle, hein, c'est juste le nom de la messagerie instantanée de la fonction publique. Alors, on peut avoir des partenaires externes sur cette messagerie instantanée, mais c'est vrai qu'à la base, elle est plutôt créée pour les agents de l'État, peu importe le ministère. Donc, on va avoir des personnes du ministère de l'Agriculture, du ministère de l'Éducation nationale, etc. Et donc, ça va permettre de mettre en place un forum qui sera dédié aux échanges et à l'entraide. Donc, le but, c'est de créer une dynamique collective en permettant aux enseignants de partager leurs réussites et leurs défis, de diffuser plus rapidement les informations, parce que souvent, nous sommes noyés sous une quantité de mails et on a un petit peu plus de mal à retrouver les informations au bout d'un certain temps. Et puis soutenir en temps réel donc les enseignants grâce à une communication qui va être un peu plus fluide et réactive. Donc nos défis et ambitions pour l'année scolaire, c'est déjà de doubler la participation des enseignants dans le second degré, faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'enseignants engagés dans le dispositif,
Faciliter l'accès au développement des compétences numériques grâce aux fameux chatbots et aux sessions d'accompagnement. Et puis, comme je l'ai dit, donc, créer la communauté apprenante dynamique grâce au forum chat. Donc, ces innovations, elles sont là pour simplifier, soutenir, dynamiser la démarche Pix Plus Edu, parce qu'ensemble, nous avons les moyens de faire de la Martinique une académie pilote et exemplaire dans le développement des compétences numériques. Et puis, donc, dernière chose sur laquelle on s'appuie, donc, nos alliés, ce sont les RUPEN et les formateurs au numérique de l'académie, puisque leur rôle est crucial pour diffuser cette dynamique. Donc, on promeut Pix Plus Edu auprès des équipes pédagogiques, on accompagne les enseignants dans le développement de leurs compétences et on partage les réussites et les bonnes pratiques pour inspirer encore plus de monde. Donc, on peut vraiment transformer ces chiffres en une véritable success story pour notre académie. Donc, c'est plus qu'un dispositif, c'est vraiment une aventure qui valorise le savoir-faire de chaque enseignant. Et avec la médiation numérique, on a l'opportunité de créer un environnement où chacun peut oser, expérimenter, grandir avec le numérique. Et donc, avec le chatbot et le forum chat, on aura des outils innovants pour transformer nos pratiques pédagogiques. Alors, sachant que ces outils ne seront rien sans notre engagement et l'expertise des professionnels de l'éducation en Martinique. Donc, voilà ce que j'avais à dire pour le dispositif Pix Plus Edu vers une académie pilote. Merci beaucoup, Laurie Mavinga. Alors, on va remercier Joanne Joseph Auguste, puisqu'on va accueillir d'autres. Mais en attendant que notre nouvelle arrivante nous rejoigne, on va donner la parole à Madame Raven. Je vous laisse vous présenter, Madame Raven. D'accord. Bonjour à tous. Alors, je suis Madame Raven. Je suis directrice, mais aussi formatrice de centre de formation pour le BTP dans le numérique. Alors, dans le BTP, oui, je suis arrivée en 2020 ici, je suis revenue, on va dire, et j'ai été coincée par le Covid, comme pas mal de personnes, et je me suis rendu compte, en fait, que pour le BTP, on ne parlait pas tellement de numérique, puisqu'il y avait un concours, je me rappelle, à l'époque, à la CTM, je crois que c'était le concours de madame. Et comme justement on parlait de concours de numérique et pour les femmes entreprenantes et tout ça, j'ai voulu me présenter et on m'a dit mais non, vous êtes dans le BTP, vous n'avez rien à faire là. Eh ben non, dans le BTP, il y a tout à faire dans le numérique et de plus en plus. Et aujourd'hui, en fait depuis 2017 quand même, on utilise l'intelligence artificielle puisque c'est le sujet d'aujourd'hui. Depuis 2017, il faut savoir qu'on utilise l'intelligence artificielle pour développer pas mal de plateformes, voire même de logiciels, pour, on va dire, la gestion des données, on va dire, pour le BIM. Alors, le BIM, vous savez un petit peu tout ce que ça veut dire ? Non. Bon, ben, je reprends. Le BIM, c'est vraiment le fait de... on va dire, concevoir un projet autour d'une maquette numérique. Donc, une maquette numérique qui va apporter des informations sur tous les éléments de la maquette, donc du projet, avec un visuel, soit d'image ou de vidéo. Voilà. Et l'intérêt, c'est un petit peu la même problématique que le médecin, là. Auparavant, avec le papier, mais chacun faisait sa part de travail, mais qui n'était pas forcément transmis. Et on se retrouvait à la fin sur des chantiers avec des conflits à gérer. Avec la maquette numérique, le travail il est simplifié, puisque avant même de commencer la construction, on peut s'apercevoir via la gestion des conflits des éventuels problèmes. On va dire 95% des problèmes peuvent se régler à ce moment-là, avant même de déposer le permis de construire. Bon, c'est pas facile de mettre en place. Je ne veux pas dire que c'est mis en place parce que vous vous doutez bien que les architectes ne sont pas forcément d'accord avec le principe, puisque jusqu'à présent, certains ils n'ont pas encore bien compris que les autres métiers autour sont là pour co-construire
faire à leur place. Voilà. Donc, pourquoi avoir mis en place ce système? Eh bien, comme tous les métiers, dans le bâtiment, on a cette reconversion-là dans le numérique et qui passe par, on va dire, une simplification des données. Donc, concernant l'IA, aujourd'hui, eh bien, on peut concevoir une maquette sans pour autant passer par tous les logiciels experts que l'on a, qui sont très bien. Hein. Je les utilise, je suis même testeur sur certains. Mais aujourd'hui, ça crée en fait, on va dire, socialement, je veux dire, par rapport aux petites et moyennes entreprises, qui, elles, utilisent ces données, on va dire, peut-être 2 ou 3 fois dans l'année, eh bien, c'est quand même un coût conséquent parce qu'ils sont obligés d'acheter des logiciels qui coûtent entre 5 à 7 000 euros, voire 8 000 euros. Et de plus, eh bien, les concepteurs, ils ont compris que tiens, maintenant, le bâtiment dépend de nous. Donc, avant, on avait une nouvelle version tous les ans. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle version qui sort quasiment tous les trimestres. D'accord? Et chaque nouvelle version, c'est 1 200, 1 500 euros. Voilà. Donc, l'idée, avec Alliance du bâtiment, mais aussi Sino, puisque ce sont des coopératives dont je fais partie depuis la France, donc j'ai gardé un petit peu le lien. Il a été question de mettre en place un système de BIM pour tous et qui est gratuit. Seulement, il faut simplement faire la demande pour pouvoir, bien entendu, faire la formation, pour avoir accès, on va dire, à la plateforme. Puisqu'on ne peut pas donner accès si la personne n'est pas formée. De toutes les façons, elle ne va pas pouvoir s'en sortir sans la formation. Voilà. La formation, elle n'est pas longue. Et en plus, elle est très ludique. Par exemple, je vais prendre un exemple concret pour que vous puissiez comprendre. Le plombier, par exemple, qui a besoin de répondre à son marché en BIM, il n'a pas besoin de modéliser forcément. Ça va se passer un petit peu comme ça, comme un plan de recollement. Il va aller, il a une bibliothèque, il récupère les éléments et il vient les mettre en place comme il ferait dans sa pratique de mise en œuvre. Voilà. Donc, et ça simplifie complètement. Ça, c'est le premier avantage. Mais le deuxième avantage aussi, c'est pour, on va dire, les mairies. Parce que, vous savez, une maquette numérique a son poids. Et imaginez, chaque mairie doit garder tous les projets pendant 10 ans. Et ça on s'est rendu compte très vite, puisque Paris a été la première ville à commencer à appliquer la loi, qui est sortie en 2022, de l'obligation de la maquette pour les permis de construire. Et on s'est aperçu que très vite, les mairies étaient saturées au niveau logistique. Donc, il a fallu penser les choses autrement. Vous allez me dire, oui, mais on a le fichier, pour ceux qui connaissent les fichiers IFC, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, avec la nouvelle pratique, on arrive à obtenir des fichiers 50 fois plus légers que l'IFC, en plus. Donc, l'idée, c'est de développer le système aux Antilles-Guyane, puisqu'on n'a pas les mêmes spécificités, je veux dire, technologiques, voilà, même au niveau de l'environnement, parce que c'est un système avec l'IA qui le rend écologique, c'est-à-dire on va pouvoir, à partir de la maquette numérique, faire des essais sur, par exemple, tout ce qui est cyclone, tremblement de terre, etc., et vérifier comment la structure, elle résiste, en fonction des calculs, en fonction des préconisations qui ont été faites au départ.
Voilà. Et s'il y a des corrections à apporter, eh ben, l'intelligence artificielle aujourd'hui nous permet de faire le calcul de manière automatique et de redimensionner, on va dire, ce bâtiment. Voilà. Donc aujourd'hui, on en est là. Est-ce Ça qu'il y a va, des... je vais pas trop vite. Non. J'allais demander, est-ce qu'il y a des questions dans le public? On parle de l'IA appliquée au BTP. Est-ce que vous avez... Alors, pas forcément que sur l'IA dans le BTP, mais sur tous les sujets qui ont été... On a abordé la santé, on a abordé le chatbot, on a abordé l'éducation. Est-ce que sur ces pitchs et ce sujet IA, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous vous manifestez, on vous donne un micro. Ben, je viens vous voir. Merci beaucoup. Oui, en fait, ma question porte sur le BIM. Vous avez dit, en tout cas, je vous remercie. Ce sont des informations intéressantes dans le cadre de la construction de bâtiments, de villas, d'édifices. Mais vous avez dit qu'il y a un grand avantage entre les différents concepteurs, les ouvriers qui interviennent depuis l'architecte. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un intérêt intéressant pour le bénéficiaire final, le particulier? Oui, absolument. Je n'avais pas terminé en fait. Voilà, je vous explique pourquoi. Pas terminé. Je vous explique pourquoi. Oui. En revenant à Martinique, je louais un duplex. Finalement, je me dis pourquoi ne pas l'acheter. Je l'ai acheté. Et au moment de vouloir changer les portes des chambres, qui commençaient vraiment à... Il fallait les changer. Il n'y a aucune porte qui avait une dimension du commerce. Donc, standard. J'ai dû les acheter et les bricoler un peu. Mais moi, j'aurais préféré avoir une maquette à ma disposition, tout simplement. D'ailleurs, s'il y avait une maquette à l'époque, je suppose que les portes auraient eu des dimensions standards. Donc, je pense qu'il y a certainement, vous me confirmez qu'il y a un réel bénéfice pour les propriétaires. Ça leur permet très rapidement de changer des éléments, parce que vous n'avez souvent, vous n'avez pas de plan. Vous pouvez effectivement vous adresser au concepteur ou à la mairie pour avoir les plans de réseau, induction d'eau, eau pluviale, eau usée, mais souvent vous n'avez pas les plans de réseau sec à l'intérieur. Vous ne savez pas où passent les tuyaux d'eau. Vous avez une inondation, souvent c'est au sol. Vous êtes obligé de tout casser, vous ne savez pas où ça passe. Ah non, aujourd'hui, Voilà. on ne casse pas tout. Il y a des systèmes qui permettent de le faire, peut-être? Oui. Aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle la réalité augmentée, qui va vous permettre, à travers les lunettes, avec des rayons, de voir ce qui se passe à l'intérieur du béton. D'ailleurs, jusque-là, les bureaux de contrôle, pour une entreprise qui faisait du gros œuvre, je me rappelle à l'époque, j'étais à SIMP, avant de couler chaque dalle, on devait attendre que le bureau de contrôle vienne vérifier. Aujourd'hui, le bureau de contrôle vous dit non, si vous êtes sûr de vous, vous pouvez couler. Parce que lui, il sait qu'il peut venir et se géolocaliser sur le projet et vérifier avec ses plans que vous avez bien respecté l'emplacement, par exemple, du ferraillage. Voilà, aujourd'hui, on peut le faire. Maintenant, pour répondre à votre question concernant vos portes, moi, j'ai envie de vous dire que peut-être que vos portes auraient eu exactement les mêmes dimensions qu'aujourd'hui, mais simplement, vous auriez pu aller avec la maquette et chez votre fournisseur, pour ne pas faire de pub, mais bon, certains fournisseurs, en tout cas, sont capables de prendre les portes que vous achetez et de les redimensionner pour vous. Et donc, aujourd'hui, vous pouvez repartir avec vos portes, avec les dimensions. Voilà, même si ce n'était pas des dimensions standards, mais vous auriez eu au moins cet avantage-là. Voilà. Parce qu'il faut se dire que vous mettez l'accent sur quelque chose. Les maquettes numériques ne viennent pas imposer quoi que ce soit, ni restreindre. On va quand même continuer, parce que nous sommes des hommes, à faire les choses. Alors peut-être qu'à votre époque, si la maison effectivement a été trop âgée, à l'époque, le maçon il passait, et puis après, le menuisier, lui, il s'arrangeait. Voilà. Donc l'idée vraiment, aujourd'hui, c'est, j'ai presque envie de vous dire, c'est d'avoir ce qu'on appelle
un avatar qui est représenté sous forme de données. Hein. Donc d'un côté, vous avez la maquette qui va vous donner tous les renseignements graphiques et aussi au niveau des couleurs et tout ça. Et puis de notre côté, vous avez ce qu'on appelle le jumeau numérique. Le jumeau numérique qui va venir via des capteurs qui sont installés un peu partout hein, dans la construction, qui va venir vous donner des renseignements, par exemple, sur la pression de l'eau, sur la consommation en électricité, sur, mais vraiment plein de facteurs qui fait que vous allez pouvoir, en tant que maître d'ouvrage, par exemple, de chez vous, si vous avez 2 bâtiments identiques et que vous vérifiez comme ça, c'est comme un tableau de bord. Hein. Vous savez, c'est un écran avec voilà, des données. Et vous allez pouvoir vous dire un jour, tiens, mais pourquoi au niveau de l'eau, on était comme ça, pendant 3 mois, et là, il y a un pic. Donc, il se passe peut-être quelque chose. Donc, le quelque chose, c'est peut-être une fuite qu'il y a, c'est peut-être, vous voyez. Et là, ça vous alerte, parce qu'aujourd'hui, je prends le cas de l'eau, parce que c'est un cas assez particulier et qui peut être très dangereux pour un bâtiment, vous le savez. Si une fuite d'eau est vue trop tard, il y a des dégâts considérables qui sont après à réparer, voilà, parfois même irréversibles. Alors, Madame Ravel, je m'excuse de vous interrompre, puisqu'on avance dans le temps et on a une autre personne à inviter à cette table. Alors, la personne, s'il vous plaît, sous vos applaudissements, de Aude Marie Sainte qui va nous rejoindre, s'il vous plaît. Et avant... Oui, je comprends. Donc, on va donner la parole à Madame Boutrin, qui est là et qui va donc nous pitcher. Non, je ne pitche pas. Vous parlez d'IA. Je suis un acteur de transformation numérique. Et j'accompagne, je sensibilise aussi sur l'IA. Moi, j'ai une approche différente puisque j'accompagne. Moi, mon côté, c'est l'humain, les méthodes de travail. Donc, j'ai envie de poser une question d'abord. Parmi tous ceux qui sont là, salariés dans les entreprises, combien utilisent l'intelligence artificielle pour gagner en temps sans même que leur direction soit au courant? Vous pouvez lever la main, hein, dites. Vous utilisez ChatGPT, Gemini, peu importe, pour vite rédiger un rapport, tout ça, mais c'est pas quelque chose qui est initié par la direction. Vous le faites avec votre compte. Il n'y a pas de honte. Allez-y, c'est bien. Mais bon, pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, j'accompagne les entreprises et je sensibilise les entreprises justement pour accompagner les collaborateurs. Moi, j'ai envie de dire que l'intelligence artificielle conversationnelle s'invite dans les entreprises, mais c'est encore un autre outil qui s'empile sur ce qu'on connaît déjà et qu'on maîtrise déjà même pas. La suite Office, les gens sont encore en 2024 à l'utiliser à un tout petit pourcentage. Donc, l'intelligence artificielle s'ajoute à ça. Donc, j'ai 2 entreprises qui m'ont contacté récemment pour les accompagner. Et figurez-vous, évidemment, je fais une analyse ciblée en amont pour comprendre les méthodes de travail avant de leur montrer quoi que ce soit. Eh bien, on se rend compte que, oui, ils ont besoin d'automatiser grâce à l'IA, mais ils ont des lacunes, des problèmes de communication, des problèmes dans le travail collaboratif. Et donc, j'ai envie de dire que l'intelligence artificielle les amène à être curieux. Oui, on veut gagner du temps par rapport à ça. Quelque part, c'est un bien parce que ça les force à revoir et à harmoniser leur façon de travailler. Donc, moi, j'ai envie de dire aux responsables d'équipe, aux dirigeants, ne laissez pas vos collaborateurs l'utiliser sans accompagnement, parce qu'il y a quand même un risque éthique. Les données de l'entreprise, est-ce qu'ils l'utilisent comme il faut? Est-ce qu'on anonymise les documents avant de le mettre dans l'outil? Est-ce qu'on fait attention à enlever les noms? Il y a quand même des risques. Et les personnes l'utilisent parfois sans même comprendre. On a parlé que l'outil est biaisé, on le sait. Est-ce qu'il nous donne est véridique? Et si on ne maîtrise pas un sujet, forcément, on ne sait pas s'il nous donne des salades
Donc ça veut dire que j'ai un dirigeant d'entreprise qui m'a relaté justement, l'un de ses ingénieurs a fait un rapport rapidement, elle a ajouté des éléments, et lui, quand il a reçu le rapport, il a regardé et s'est dit mais non, mais elle a pris ça sur ChatGPT, ça n'avait aucun sens mis dans le contexte. Bureau d'études techniques, on est dans le bâtiment. Donc il y a plein de cas comme ça où ils l'utilisent à la volée parce qu'ils ont compris que c'est un gain de temps, mais ils ne sont pas accompagnés. Donc mon focus, pourquoi je prends la parole aujourd'hui, c'est pour l'accompagnement, l'humain dans tout ça. Je constate qu'en 2024, il y a encore un énorme focus sur les outils. Cet outil, ce chatbot, cette technologie, mais à quel moment on met l'humain concrètement dans ça? Parce que l'outil doit servir l'humain. L'humain, on ne va pas le forcer à utiliser quelque chose si ça ne répond pas à son besoin. Donc c'est ça. Donc je ne sais pas si... Alors je sais que dans une entreprise, il y a des salariés qui ont demandé, on aimerait bien, 2 entreprises récemment, on aimerait bien utiliser l'IA et effectivement le dirigeant a eu la présence d'esprit d'aller chercher l'accompagnement parce qu'il ne voulait pas que ça se fasse n'importe comment. Donc c'est de ça que je voulais parler et parce que c'est un tout nouveau monde qui s'offre devant nous et vous savez, les collaborateurs, certains en ont peur parce que pour dire la vérité, ça va changer les façons de travailler et du coup, il y a des tâches qu'on va faire en un rien de temps. Roland, hein, tu en as parlé sur le gain de temps. Ça veut dire que peut-être qu'au lieu d'être occupé 5 jours, je serai en vrai occupé que 3 jours. Donc, il y a des collaborateurs qui vont faire de la résistance. Comment? Oui. Nous, des fois, on a des projets, c'est sur 5 jours. Donc, ça veut dire que si j'utilise une intelligence artificielle, admettons, ça va mettre à peu près 3 jours et je ne me force pas beaucoup. Donc, on va dire 4 si je mets un peu ma créativité dedans. Yes. Donc, ça veut dire que le reste du temps, je fais quoi? Parce que moi, je sais, comme je suis, j'ai toutes les casquettes. Donc, je saurais occuper mon temps. Mais quelqu'un qui est salarié, à ce moment-là, il fait quoi? Alors, très bonne question. Récemment, j'ai fait un audit pour une société qui voulait justement éliminer certaines tâches sur son process comptable. Et donc, quand j'ai fait les entretiens, les entretiens avec les collaborateurs, donc il y en a une, j'ai clairement vu c'est tellement manuel actuellement qu'on va automatiser avec certains outils qui existent déjà. Hein. Et j'ai dit aux dirigeants, donc ça, j'ai pas mis dans le rapport. Je lui ai dit de 3 à mois, je pense qu'il va falloir réfléchir à comment tu vas l'occuper parce que elle ne sera pas occupée 5 jours. Et justement, lui, il était OK avec ça. Pour lui, c'était justement les remettre sur des tâches à forte valeur ajoutée. C'est-à-dire que ce temps qu'on gagne, forcément, il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes. Selon l'entreprise, selon ce qu'elle propose, ça va être peut-être la relation client, ça va être peut-être un contact direct. Il y a forcément des choses qu'on n'a pas le temps de faire dans l'entreprise parce qu'on est embêté avec ces tâches chronophages qui sont chiantes. Il faut le dire, on n'a pas envie de le faire. Et donc voilà. Donc ça veut dire que les postes seront revus. Je sais que il y en a que ça fait vraiment peur. Hein. Je vois hein, quand je fais des audits et que je questionne les personnes, on sent une crainte. Et donc c'est pour ça que l'accompagnement est nécessaire, que les dirigeants comprennent en fait que les rôles seront tout simplement revus. Qu'est-ce qu'on veut mettre en avant qu'on n'a jamais le temps de faire? D'accord? Et bien sûr, on est là dans 5-10 ans, le poste d'aujourd'hui ne sera plus le même. Mais ça, il ne faut pas se mentir. Donc, l'humain avant tout, parce que vraiment, l'IA, l'intelligence et la créativité, c'est tout simplement la personne qui questionne. Ce n'est pas l'outil qui est intelligent, c'est ma créativité, mon intelligence qui va me permettre de ressortir quelque chose de wow. Sinon, il me donne ce qu'il a déjà dans sa base. Hein. On a dit, hein, il recrache les généralités. Voilà. Vous avez des questions? Des inquiétudes? Oui? Ah, pardon, je me suis lancée sans me présenter. Micheline Boutrin, de War. Je me suis mariée le 23 août cette année. Merci, j'en profite pour le dire. Ma société, c'est Pas à Pas Digital. Pas à Pas Digital. Donc, je préfère le mot numérique, mais Pas à Pas numérique, c'était pas joli. Donc,
Donc, pas à pas, parce qu'en fait, il ne faut pas chercher à révolutionner. Moi, je bannis ce mot-là, révolutionner. Il faut y aller vraiment étape par étape. D'abord, se questionner, pas à pas. C'est-à-dire, qu'est-ce qui, aujourd'hui, dans mon entreprise, m'arrache les cheveux? Cette chose, eh ben, on avance dessus. Et puis après, on voit l'autre, et après, on voit l'autre. Il ne faut pas chercher à révolutionner. Et souvent, tout ce qu'on a... Ah, je voulais aussi dire quelque chose. Il n'est pas nécessaire de dépenser une fortune pour innover au niveau des outils numériques. Parfois, c'est la façon de travailler, l'optimisation des outils existants. Ce n'est pas nécessaire de se winner. Donc, il faut... Pourquoi je dis ça? Parce que c'est l'analyse de besoins concrets de l'entreprise avec ses spécificités nous donne toutes les réponses. Peut-être que ce qu'elle a déjà suffit, sauf qu'il faut revoir comment elle l'utilise. Et peut-être qu'elle a besoin de quelque chose d'autre. Et aujourd'hui, on peut vraiment être dans des outils très sophistiqués sans se winner. Donc, on n'a plus besoin de dire « Ah non, ça va coûter, etc. » C'est vraiment pas nécessaire. Et si on vous le dit, c'est que, bon, faut s'interroger là-dessus. J'ai une question. Alors, si vous tapez mon nom, Pas à Pas Digital, je suis très visible. J'ai un blog, je crée des contenus, j'ai un site, je suis sur les réseaux sociaux. Vous allez me trouver facilement. Entreprise. B2B. Justement, ma question concernait le B2B. Est-ce que les entreprises viennent à vous en disant « J'ai un besoin d'intégration de l'IA dans ma façon de travailler » ou alors il faut encore évangéliser là-dessus et expliquer pour que... C'est pour ça que je communique beaucoup, c'est pour ça que j'ai des blogs, je fais des chroniques, toutes sortes de choses et des webinaires parce que, en fait, mon travail, c'est beaucoup sensibiliser. Mais avec l'IA qui arrive, certains commencent à comprendre et les collaborateurs, parfois, eux, vont vers leur responsable pour demander. Donc, effectivement, s'ils me connaissent déjà, s'ils m'ont déjà vu passer... comme il y a 2 jours, voilà, on m'a contacté directement pour ça, mais c'est surtout, j'ai envie de dire, on ne m'a pas contacté parce qu'on veut spécifiquement l'intelligence artificielle, c'est parce qu'on a besoin d'un accompagnement complet. Voilà, ce n'est pas juste une formation, c'est vraiment tout un processus d'analyse, d'accompagnement, de suivi et de personnalisation. D'accord, ok. Voilà. Des questions ? Si vous avez des questions sur l'IA, des choses que vous utilisez, des choses que vous ne comprenez pas, on en profite rapidement, n'hésitez pas, on est là. Oui, Madame Vautrin. Oui. J'ai bien compris que vous accompagnez à l'utilisation de l'IA. Oui, stratégique. C'est une excellente chose parce qu'en fait, il faut démystifier l'IA. Yes. Si on va sur une échelle la plus haute, il y a beaucoup de gens qui pensent que l'IA, c'est magique, il fait tout en claquement des doigts. Il y en a certains qui sont initiés et qui pensent que ce n'est pas tout à fait ça. Et notamment, je pense que dans votre accompagnement, vous le faites. Je vous donne un exemple. Récemment, je discutais avec un ami avocat. Il m'a dit quand il a essayé ChatGPT pour une action, enfin un procès dans lequel il allait plaider et défendre un accusé, il a rentré dans ChatGPT, la version professionnelle, l'ensemble des données, je parle de la situation, pas de nom, hein, non, mais quand je vous dis l'ensemble des données, la problématique, enfin le cas à juger, donc à défendre. L'analyse de ChatGPT était parfaite. Il était très content. Il s'est dit quand même, c'est trop beau pour être vrai. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vérifié les données utilisées par ChatGPT, notamment la jurisprudence. Il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de fausses données. Alors, donc ça me permet simplement pour dire, il faut l'utiliser avec prudence. Et deuxième chose, on a tendance à dire, quand on entre dans ChatGPT, on a des données qui sont peut-être des données sensibles, et ChatGPT va les réutiliser, mais aussi à l'inverse, on ne peut pas faire à 100% confiance à ChatGPT. Et c'est là que ce que je pense, et je pense que tout le monde le pense ici, on est doué d'une intelligence bien supérieure aux machines, notamment à ChatGPT. Et comme... Vous savez pourquoi je dis ChatGPT? Parce que la première fois que j'ai eu quelqu'un parler de ChatGPT,
C'est dit ChatGPT, mais non, on dit plus ChatGPT, on dit ChatGP. C'est les pros qui disent ça, quoi. Au ChatGPT. Bref, alors tout ça pour vous dire. Voilà. Tout ça pour terminer. Tout ça pour vous dire, c'est qu'il faut utiliser ChatGPT avec prudence, d'accord? Et quand j'ai levé la main tout à l'heure pour dire ce que j'utilisais dans mon boulot, j'utilise des choses très simples, et notamment en formant les secrétaires, les assistantes, c'est utiliser des outils très simples qui permettent d'enregistrer une réunion et de suite d'avoir le compte-rendu, une note de synthèse. Mais ça n'empêche pas qu'il faut quand même lire le résultat et quelquefois apporter quelques corrections. Malgré tout, donc, n'ayons pas peur de l'intelligence artificielle parce que l'intelligence humaine est bien supérieure. D'ailleurs, c'est elle qui a créé l'intelligence artificielle. Très bien. Ce que monsieur dit, c'est ça. Si tu es un expert sur ton sujet, tu utilises l'outil et tu vois tout de suite qu'il te raconte des conneries. Voilà. Donc, si on n'est pas un expert, effectivement, il vaut mieux s'initier, il vaut mieux se former, bien comprendre. Et parfois, peut-être lui demander la même chose 2-3 fois et puis se rendre compte qu'il ne nous a pas donné la même réponse. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il raconte des conneries de temps en temps, mais en même temps, il est bluffant. Oui. Alors, en quelques secondes. Ça nous prendrait des choses qui nous prendraient 3 jours, il peut le faire en un rien de temps, effectivement. Et plus le temps passe, plus l'outil IA est performant, puisqu'on on lui donne de l'info. Alors, il va falloir, oui, vous vouliez intervenir, juste une dernière réaction que monsieur... En fait, moi, ce que je voulais dire, c'est que en réalité, l'intelligence artificielle n'est pas née avec ChatGPT. L'intelligence artificielle, c'est depuis après la Deuxième Guerre mondiale. C'est 1956. Ah ben oui, c'est pas nouveau. Simplement, on avait plus le contrôle dessus. Mais il faut savoir que l'intelligence artificielle, ça date depuis 1956. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut applaudir Micheline Boutrin pour son expertise sur l'IA et plus largement avec son organisme Pas à Pas Digital. Donc, je donne la parole maintenant à monsieur Aude Marie-Sainte, qui va se présenter. Bonsoir à tous. Alors, Aude Marie-Sainte. Alors, je suis ingénieur de formation et un passionné de l'innovation pédagogique et numérique. Donc, j'insiste bien. Je fais la différence entre l'innovation pédagogique et le numérique à côté. Alors voilà, donc je suis formateur indépendant. Donc j'ai créé Co-Design Learning, qui est un centre de formation 100% à distance, mais qu'on peut aussi mettre en présentiel. Du coup, je mets l'accent sur 50% présentiel et 50% distanciel. Mais je ne veux plus parler de présentiel et de distanciel, mais de synchrone et de asynchrone. Puisqu'il y a présentiel synchrone, présentiel asynchrone, et vice-versa pour le distanciel. Mais voilà, alors le co-design était créé pendant la crise sanitaire du Covid-19. Et c'est le moment où il fallait repenser en fait les nouvelles modalités, méthodes et techniques d'apprentissage. Donc, il fallait le faire sous le format asynchrone et synchrone, mais le plus synchrone possible. Donc, du coup, j'ai souhaité créer un dispositif de formation qui permet justement, avec les outils numériques, donc l'IA s'est invitée dernièrement, centré sur le projet de l'apprenant, le projet de l'individu, le projet aussi de l'entreprise, puisque nous n'avons pas uniquement des particuliers, mais aussi des entreprises et aussi des collectivités qui font appel à nos services. Juste les termes synchrone et asynchrone, on parle de temps réel et différé, c'est ça? Alors, le temps asynchrone, c'est quand le formateur intervient en différé avec les stagiaires et les stagiaires entre eux d'ailleurs, donc ce sont des plateformes de type LMS et collaborative. Et le temps synchrone, c'est 100% en synchronicité avec le formateur. D'accord, je vous laisse continuer. Alors par rapport à cela, donc je vais faire un petit point parce qu'il y a eu il y a des messages vraiment intéressants par rapport aux intervenants. Donc la mienne sera une intervention de synthèse, parce que je ne vais pas redire tout ce qu'ils ont déjà dit, mais faire un point sur qu'est-ce que c'est vraiment qu'un formateur professionnel. Alors, un formateur professionnel, c'est avant tout un expert métier. Voilà, c'est ça. Et pourquoi je parle d'expert métier? C'est quelqu'un qui maîtrise son référentiel de compétences.
Alors, le formateur qui est un expert métier, lui, par ses qualités pédagogiques, lui, il va concevoir des situations d'apprentissage qui sont conformes à des situations professionnelles, dans un cadre de référence. Et c'est là que l'IA est intéressante, puisqu'on a un référentiel de compétences. Et le formateur, il peut avoir une nouvelle casquette, il devient designer. Donc moi, je suis ingénieur de formation, mais je suis aussi concepteur de dispositifs pédagogiques numériques. Et voici par exemple, ici, j'ai un nouvel outil de travail, qui c'est mon casque réalité virtuelle, où je suis amené à concevoir des situations professionnelles, voilà, en réalité immersive. Alors, pourquoi l'IA? Alors, l'IA, elle est partie d'hommage, parce qu'elle était graphiste, et les coûts de conception de modules e-learning en réalité virtuelle, on parle de vidéo, de prompt, de narration. Il faut créer un scénario entre les capsules pédagogiques, et ça coûte excessivement cher. Un LMS basique, il faut compter 20 000 €. Et quand on est formateur, que ce soit indépendant ou en centre de formation, les coûts de conception pédagogique c'est énorme, et parfois ne sont pas financés par les opérateurs de compétences, par exemple. Voilà. Pour mes mots, 1 heure d'animation, il faut compter 2 heures de conception pédagogique. Voilà. Maintenant, je vais parler de l'IA. Je parle de l'IA, en fait, en termes de, j'aime bien dire IA générative, mais aussi dégénérative. Alors, pourquoi dégénérative? Puisqu'un formateur ou un expert métier, il construit des compétences, donc des habilités professionnelles. Donc, si l'IA vient faire à notre place, voilà, je vais mettre en place le curseur aussi entre frugalité et oisiveté. Si on se repose trop sur l'IA, on devient paresseux. Donc, on développe de moins en moins de compétences. Et l'IA, et si on n'est pas en capacité de discerner, d'évaluer ce que fait l'IA, ça veut dire qu'on ne maîtrise pas son cas de référence, son référentiel de métier. Et là, je voulais en venir, un expert métier maîtrise son référentiel de compétences pour concevoir des dispositifs de formation. Et c'est là la clé, en fait. Alors, j'utilise la plateforme aussi Moodle et Unity pour concevoir en VR. Moodle a intégré l'IA, si je ne me trompe pas, en octobre 2024. Alors, par rapport à cela, comment c'est intéressant, d'ailleurs, M. Ratnan nous a fait une belle démonstration avec l'IA. On peut prendre un référentiel de compétences et l'implémenter dans une plateforme collaborative ou une plateforme LMS comme Moodle ou Teams. Et à ce moment-là, l'IA, en fonction des échanges entre le formateur et les stagiaires entre eux, on peut dire, par exemple, si on prend un forum de discussion, on peut lancer une thématique et l'IA qui est implémentée dans la solution peut aussi interagir comme un chatbot. Donc là, ça devient intéressant. Et pour nous, formateurs, qu'on veut concevoir des dispositifs, tout ce qui vraiment on va gagner du temps. Donc tout ce qui est, je vais dire, à faible valeur ajoutée, mais qui sont nécessaires, l'IA peut nous aider à concevoir tout ce qui est graphique. Nous, les formateurs, nous ne sommes pas tous en égalité vis-à-vis du numérique, par rapport au graphisme, par rapport à la vidéo, le lissage d'une vidéo. L'IA peut nous faciliter la tâche et on gagne en productivité. Voilà un peu. Alors, si vous avez des questions. Alors, vous avez parlé de formation pédagogique. Pédagogique, pas pédagogique. Formation de formateur. Formation de formateur. Oui. Est-ce que vous pourriez nous donner un cas concret de ce que ça signifie? Alors, le formateur professionnel d'adulte, d'ailleurs, c'est un titre professionnel qui est mis en place par l'ADIT. Voilà, donc c'est l'ADIT qui organise certificateur. Alors, on imagine quelqu'un qui est maçon, qui maîtrise son métier, voilà, qui a au moins minimum 3 ans, on conseille 3 ans d'expérience minimum, et qui souhaite justement diffuser des informations. Je ne vais pas dire transmettre des connaissances, parce que ce n'est pas exactement ça, un formateur, et on ne transmet pas des connaissances. Voilà, ça c'est un enseignant. Donc, il a une expérience, il veut partager avec, que ce soit en équipe ou devenir formateur. À ce moment-là, vous créez des formateurs. Voilà. C'est ça. Je ne veux pas créer je forme des formateurs. Ok. D'accord. Et ce, dans n'importe quel domaine. Voilà, dans n'importe quel domaine professionnel, tout à fait. Donc moi, je viens juste avec la mallette pédagogique. Donc déjà expert dans son domaine.
Donc, je l'apprends à concevoir justement des cahiers des charges de demande de formation, de réponse. Comment concevoir un module de formation qui soit présentiel, je ne vais pas présentiel, mais qui soit numérique ou pas. Le numérique, je le précise, n'est pas une fin en soi. L'IA non plus n'est pas une fin en soi. On n'est pas obligé de faire du numérique, on n'est pas obligé d'utiliser l'IA, mais voilà, si on veut gagner en productivité et en temps, l'IA est intéressant. Alors attendez, parce qu'il y a quelque chose que j'arrive pas à me figurer. On a pris l'exemple du plombier. Voilà. Le plombier, il a son domaine de référence. Voilà, tout à fait, oui. Son référentiel de compétences. Son référentiel de compétences. Et vous arrivez et vous lui construisez une formation qu'il pourra utiliser pour former des personnes. Alors, je pourrais dire, je vais l'accompagner pour concevoir une formation, pour pouvoir former lui-même des collaborateurs ou ses clients. Et par exemple, le casque qu'on voit là peut créer des scénarios, une fuite d'eau avec de l'électricité à côté, attention. Enfin, on est vraiment dans... Alors, on va dire que dans ce cas de figure, c'est lui qui est l'expert. Moi, je ne suis pas plombier, je ne suis pas maçon. Je vais lui montrer comment utiliser le casque, comment créer des interactions en réalité virtuelle, avec des logiciels comme Unity, pour ceux qui connaissent Unreal Engine. Et lui, il va, par rapport aux modalités d'interaction avec l'appareil, il va pouvoir simuler des fuites d'eau. Alors, je vous rassure, par rapport à la conception, que ce soit en réalité virtuelle ou en e-learning, il y a ce qui s'appelle des briques pédagogiques. Il y a déjà, par exemple, des assets. En fait, je ne parle d'assets. Ce sont des préfabriqués qui sont déjà tout faits. Donc, nous, tout ce qu'on fait, on prend des petits briques par gauche et on les plante dans un décor et on crée des interactions. Donc, on n'est plus obligé de faire du codage. Parce que l'IA aussi aide à coder. Ok, c'est plus clair pour moi maintenant. Comment s'appelle votre entreprise? Alors, c'est Co-Design Learning. Co-Design Learning. Alors, je pense qu'on peut applaudir monsieur Aude-Marie Sainte, qui vient en tout cas pour moi de m'apprendre que c'était possible de former des formateurs. C'est ça. Alors, je ne sais pas si... On touche à la fin de ce NEC. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais s'il n'y en a pas, on va pouvoir vous remercier, monsieur Aude-Marie Sainte, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Très bien. On va maintenant passer aux allocutions de... Oui, il y a une question, peut-être. Non, pas de question? Alors là, il y a du bavardage, on va vous séparer. Hein. Ouais, mais c'est depuis ce matin en plus. Alors, on va passer aux allocutions de... Ah, il y a un monsieur qui veut poser une question. Vous voulez le micro peut-être? Vous avez la voix qui porte, mais je vous donne le micro. Oui, je voudrais simplement dire qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes qui ont été évoquées, notamment sur l'IA. Ce que je regrette, c'est qu'on n'ait pas un petit récapitulatif, si c'est possible, d'avoir un petit peu les noms, les adresses, les entreprises que représentent les intervenants, de manière à ce qu'on puisse les contacter si on est intéressé sur tel ou tel sujet qui a été abordé. Voilà. Remarque très pertinente, d'ailleurs, je pense que l'équipe organisatrice a pris le point. Ah ok, c'est pas obligé à consommer le streaming. Mais effectivement, un petit livrable de fin pour favoriser le réseau des acteurs numériques, des demandeurs et ceux qui ont des solutions. C'est une très bonne idée. Alors, écoutez, nous touchons à la fin de notre NEC numérique en commun. Et je vais rappeler encore une fois Monsieur Rattenant-Roland, qui a l'air aussi surpris, pour un petit mot de la fin. D'accord. Ok. Ah ben... alors, il y a une Audi blanche, je ne sais pas si c'est... Non, qui était en warning depuis cet après-midi et qui était matriculée... Dites-moi, montre-moi. DE 875 SC.
DE 875 SC en espérant que les clignotants n'ont pas mangé la batterie toute l'après-midi. Non, pas du tout. Je n'ai pas les moyens de cette marque. Quand elle a dit Audi, j'ai su que c'était pas moi. Ouais, mais c'est toujours aussi... Voilà. C'est vous? Ah, d'accord. Je passe la parole à monsieur... Alors, je rappelle, Martinique Digital, dont il est président, également à la tête de Nasdi. Nasdi qui a développé Fefen. Fefen, j'ai bien retenu Fefen parce que je vais aller le voir tout à l'heure. Oui, parce que j'ai un site colmiludo.com et peut-être que... Oui. Donc voilà, donc allocution de fin, petite intervention de fin de Roland Ratenant sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors, petite allocution de fin. J'espère que vous avez passé une bonne journée, que vous avez appris un maximum de choses. L'idée, c'est ça, hein, c'est un petit peu ce que je disais, numérique en commun. Il faut, j'ai envie de dire en conclusion, d'arriver à faire les choses ensemble, faire les choses en commun. Pas que le numérique, mais alors si on commence par le numérique, ça sera déjà très très bien. Donc on a vu, pour reprendre ce que monsieur demandait, pas mal de choses hein, autour de l'IA, la cyber, les risques aussi en fait à avoir, l'inclusion des femmes dans le numérique, dans ce qu'on appelle les STEM, science, technology, engineering and mathematics. Donc sensibiliser nos jeunes filles, les femmes, les mamans, à justement avoir un état d'esprit, un mindset où on a envie de renverser la table et que le numérique le permet, l'intelligence artificielle en termes d'outils le permet. Donc, entre guillemets, il n'y a plus qu'à prendre en compte le sujet et à essayer de renverser la table et toujours en commun. Donc, je conclurai dessus. Il faut qu'on arrive à faire les choses ensemble. Le numérique nous permet de le faire. Et voilà, numérique en commun, j'aime bien son nom et je m'arrêterai sur ces mots. Merci. Merci. Et puis, j'aimerais rappeler l'équipe organisatrice à venir me rejoindre. Donc, la mission locale du centre de la Martinique, si l'équipe peut venir me rejoindre. La CTM et ses représentants. Voilà, pour nous donner également leurs sentiments sur cette journée. Alors oui, on a parlé du projet de feuille de route France Numérique Ensemble ce matin. J'ai eu le plaisir de voir qu'il y a plusieurs personnes qui sont venues vers certains participants de la table ronde pour dire que ça les intéressait de rejoindre ce mouvement collectif. Je lance l'appel plus largement pour vous dire qu'effectivement, la feuille de route n'est pas encore signée. On veut que ça soit le plus collectif possible, que ça soit des institutionnels, que ça soit des politiques, des administratifs, des associations, des entreprises, tous ceux qui sont impliqués de près ou de loin dans cette éducation du territoire au numérique, dans cet accompagnement du territoire, dans cette réduction de la fracture numérique, qu'ils nous rejoignent pour avoir surtout ceux qui ont des idées en plus, pour avoir une feuille de route la plus complète possible, la plus ambitieuse. Notre objectif, c'est 100% des Martiniquais en sécurité numérique et en autonomie numérique. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous rapprocher si vous êtes dans le nord de Thomas Anise, au niveau de la préfecture d'Antoine Désiré, Hélène au niveau de la MILSEM, moi-même au niveau de la CTM. Donc voilà, donc n'hésitez pas. On a besoin de toutes les forces vives et vraiment le message de cette édition, au-delà de tous les défis qui nous attendent, c'est travaillons ensemble et unissons nos forces pour faire du concret et avancer dans la bonne direction. Merci beaucoup, Satyam Dorville. Et je passe maintenant la parole à Hélène, le nom de famille. Oui, je l'ai dit une fois très bien ce matin et puis j'ai peur de l'écorcher là. Comme tu arrives à la fin, je ne t'en voudrais
voudrais pas. Après, j'ai eu Bol Mégère, Belle Légère, Beau. Hein? Donc, voilà. Je ne ferai pas de discours. Je vais simplement appeler des prénoms. Et ces prénoms-là seront invités à me rejoindre parce que pour avoir un événement de l'Acabit du NEC Martinique et réaliser une 3e édition, il faut ce qu'on appelle des petites mains. Mais moi, je n'appelle pas des petites mains, je les appelle des grandes mains, du soutien, parce que c'est tout le back-office qui permet d'avoir un événement de cette qualité. Et on a eu du lourd aujourd'hui, et on a eu du lourd pour cette 3e édition. Donc, je vais appeler Emeline, Anne-Sophie, Benaïssa, Audrey, Maëva, Martine, qui est venue chercher Lodi. Je pense peut-être qu'elle est partie avec Lodi. Alors, Carole était là, je ne sais plus si elle est déjà partie. Catherine est là, Catherine vient nous rejoindre. Charles, tu viens également, je sais que tu as la photo. Je vais appeler Madame Lagier qui a fait toutes les visites avec moi pour qu'on puisse avoir l'IMS. Canel qui est dehors, qui a géré la restauration. Donc voilà, ce sont ces petites mains qui font du NEC un événement de cette qualité. Un événement de cette qualité ne se fait pas sans partenaire. Je vais appeler Anne-Lise. Je vais appeler également Émilie, qui est là et qui fait partie de la MILSEM. Je vais appeler également Yanis. Yanis, comme elle gère les PMSMP, donc du coup, pour moi, c'est une partenaire. Samuel, est-ce que tu peux te déconnecter sans qu'on ait de risque sur le replay? Voilà, il faut qu'on voit qui fait le NEC. Voilà, Madame Catherine ou Madame de Catherine, Jean-François, je vous en prie, venez nous rejoindre. Monsieur Antoine Désiré, Sébastien Birban, ce sont ces personnes-là qui ont contribué à l'animation des ateliers. Venez aussi sur cette photo finish. Voilà, on vous attend. Merci. Voilà, ce sont ces personnes, ces partenaires qui répondent toujours présents, qui nous disent toujours, qui me disent toujours, oui Hélène, je serai là, il te faut tel élément en matière de logistique, tel partenaire, je peux mettre à disposition pour toi. Je vais appeler Myriam Aïdara, qui nous fait le plaisir de son retour et qui a contribué également à cet événement. Et puis Roland, tu as été notre parrain sur l'Outre-mer Girls Tech Day. Et aujourd'hui, tu es avec nous sur le NEC et tu nous as donné une très belle énergie. Je t'invite à nous rejoindre pour la photo finish. On se tourne parce qu'on donne dos. Est-ce qu'il y en a qui arrivent à monter derrière sur la marche? Monter sur la marche sans tourner. Si ma tête gêne, vous m'aidez. Voilà, vous voyez les c'est bon, sans tomber. Sébastien, je t'avais bien suivi jusqu'à 16 heures. Et on se retrouve, on est en famille. On travaille ensemble. Voilà, clap de fin pour l'événement. Merci à tous d'avoir été avec nous.